Et je vais pour lui tendre comme ça, et au dernier moment, je me dis, putain, c'est pas lui. Ah, le mec, c'était son sosie, mais je te jure. Je suis allé voir Zemmour. Il y avait je sais pas combien de mecs de garde du corps qui sont venus un peu me bloquer. Ouais. Je pense que le mec, il doit se faire agresser assez régulièrement. Tu vois. Ouais. Je me suis réveillé. La femelle, elle avait bouffé toute la tête du mâle dans la nuit. Mais non. Genre, il restait plus que le crâne. C'était un carnage. Mais non. Mais c'est des ouf, les hamsters. Ah, c'est des barges. Ouais, du coup, l'histoire que je voulais te raconter, c'est ce matin, j'étais dans le train et chaque fois, enfin pas chaque fois, mais souvent, quand je prends le TGV pour venir à Paris, j'ai souvent des gens connus. Tu vois, j'ai eu... T'as eu qui j'ai vu la dernière fois quelqu'un que tout le monde kiffe, c'est Éric Zemmour. J'ai vu Tony Parker. Enfin, tu vois, je sais plus qui d'autre j'ai vu, mais... Enfin bref, des footballeurs. Tony Parker, il a un club à Villeurbanne, non? C'est pas ça? Oui, exactement. Club de basket. Ouais, Ok. Asvel, ouais. Peut-être pour ça qu'il va... Et ce matin, quand j'arrive sur le quai, bon, un peu, tu vois, un peu la tête dans le cul parce qu'il est tôt et tout, et je regarde comme ça, et je vois par la fenêtre du train, je vois Philippe Etchebest. Ah ouais? Dans le train. À Lyon, en plus. plus. Sa mère, tu vois, donc comme, tu sais, j'ai un podcast qui s'appelle Spartacus sur la liberté, je me dis, le bonhomme, tu vois, liberté de parole, liberté de trucs, vas-y, je vais l'inviter, tu vois. Ouais. Mais en même temps, il est 8h04, je vais pas aller lui casser les couilles, tu vois. Ah, monsieur Etchebest, j'aime bien ce que vous faites. Non, tu vois. Donc, je me pose dans le train, tranquille et tout, je regarde, je me dis, est-ce que c'est bien lui? Ah, ouais. Et puis, le temps passe, et puis, il y a un gars à côté de lui qui lui parle, je me dis, ça doit être son assistante, et qui bloque un peu tous les gens qui viennent lui casser les couilles. Il y a des gens qui sont venus lui parler ou... Moi, j'ai pas vu. Okay. Mais en fait, si tu veux, j'étais assis comme ça, enfin, je faisais face à la route, quoi, enfin, face à la direction. Ouais. Et lui, il était derrière, donc je pouvais pas voir ce qui se passait sur son siège. Et je me dis, bon, je vais lui écrire un petit mot, tu vois, à l'ancienne. En plus, j'avais du papier et mon stylo, donc je lui ai écrit un petit mot en lui disant, voilà, moi, je serais ravi de vous avoir comme invité et tout. Puis je me le mets dans la poche. Disons, je lui donnerai en sortant, tu vois, pour pas le faire chier. Ouais. Et du coup, on arrive là à Paris, tu vois, le train commence à ralentir, je me dis, bon, je vais aller le voir Et t'es plus là? Non, attends, il était encore là, à son siège. Donc moi, j'arrive avec mon papier, tu sais, tout content, quoi. J'arrive, et je vais pour lui tendre, comme ça, et au dernier moment, je me dis, putain, c'est pas lui. Ah, le mec, c'était son sosie, mais je te jure, un truc de fou. Et heureusement, je me suis dit, putain, heureusement... Je vais te montrer, je vous jure que l'histoire elle est authentique, j'ai encore l'invitation là. Vas-y, lis le papier. Tu veux que je le lise? Ah mais grave, ça m'intéresse. Ah putain. De ouf. Mais lis avec le ton avec lequel tu l'as rédigé. Allez. Bonjour monsieur Etchebest. N'ayant pas voulu vous importuner durant votre voyage, j'ai privilégié ce moyen d'entrer en relation avec vous. J'anime un podcast sur le thème de la liberté sous tous ses aspects et je serais ravi de vous y convier. Son nom est Spartacus. Vous pourrez y évoquer les sujets qui vous tiennent à cœur sans aucune langue de bois. J'espère que vous répondrez favorablement à cette demande et me tiens à votre disposition pour toute question. Bonne journée. J'ai mis mon numéro de téléphone et je me dis, mais le mec, il aurait trop halluciné en fait de recevoir cette invitation. Comment t'as su que c'était pas lui? T'as vu un trait de visage où tu t'es dit c'est pas lui? En fait, ouais, je me suis dit, putain, c'est pas lui, il avait les yeux bleus, et Etchebest, il a pas les yeux aussi, je sais pas quel, en fait, j'ai eu un doute, je me dis, putain, t'as regardé une photo, c'était pas lui? Je suis vite allé regarder. Je me suis dit, non, c'est pas lui, en fait. mais c'était incroyable, genre, le mec, c'était son frère jumeau, quoi. Moi, j'ai une histoire similaire, c'était quand on était au Burdigala à Bordeaux. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, il y avait Barthez qui était là. Oui. Et moi, j'étais allé le voir pour lui proposer. Ok. Mais ça avait pas duré longtemps. Okay. Il était à la sortie, je lui ai dit, bonjour, excusez-moi, vous êtes Fabien Barthez? Il me dit, oui, c'est moi. Et je lui dis, mais du coup, j'anime un podcast, ça me ferait plaisir de vous avoir. Est-ce que je peux vous en dire un peu plus? Il m'a dit, non, ça m'intéresse pas. C'est barré. Ok, au moins ça a le mérite d'être clair. C'était straight to the point. C'est plus court, mais un peu moins amusant, du coup. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est qu'à tout moment, il faut faire l'effort à un moment donné, quand il y a des gens qui ont plus de notoriété ou que t'as envie d'avoir, t'es obligé de faire l'effort d'aller les voir, peu importe ta situation. En fait, dans tous les cas, en fait, ce qui s'est présenté là, c'est une opportunité. Ouais. Et dans tous les cas, il faut faire l'effort. Ouais. Je veux dire, l'opportunité, elle est là. Et les opportunités, elles sont là tout le temps à graviter. Tu vois, ça peut être des opportunités de business, des opportunités amoureuses, des opportunités de tout ce que tu veux. Ouais. Et en fait, elles sont là tout le temps. Si t'es tu ouvert... vois peut-être trop d'opportunités, toi, du coup. Oui, certainement. Certainement. Tu vois, moi, je les cherche trop, tu vois. Du coup, je les vois là où elles n'existent pas. Est-ce que tu l'as fait une fois si tu vois des personnes connues? Justement, ça, aller voir quelqu'un, et t'as réussi à l'inviter ou pas encore? Je suis allé voir Zemmour. Ok.
Je suis allé voir Zemmour et du coup c'était un peu plus tendax parce que il y avait je sais pas combien de mecs de garde du corps qui sont venus un peu Ah ouais? me bloquer. Ils étaient pas méchants, tu vois, mais juste voilà, ils étaient là pour. Je Ouais. pense que le mec il doit se faire agresser assez Ouais. régulièrement, tu vois. Ouais. Et mais en fait il était sympa, tu vois. Il était sympa. Il me dit bah faut voir avec mon assistante et tout. Mais en fait quand je l'ai abordé, c'était juste avant les élections. Ah ouais. Donc ça a été, si tu veux, son assistante, elle m'a écrit en me disant bon bah en fait voilà là c'est un peu chargé et tout. Et après il y a eu le bordel de la dissolution. Hmm. Donc tu vois boum législative et tout. Donc j'ai un peu lâché l'affaire, mais j'ai toujours le numéro de l'assistante. Je pense Tu que l'as je vais la pas relancer. recontacté? Si, ouais. Je vais la relancer. Ouais, mais j'ai été nonchalant, tu vois. Mais J'avais, il y a une technique qui marche bien. Ouais. Moi, que je faisais, c'est, enfin, qui marche bien, qui devrait bien marcher, mais j'arrive pas, j'ai pas réussi à conclure elle marche pour bien en l'instant. théorie quoi. Voilà, en théorie. Ouais. C'est, tu sais, t'as Lusha, c'est un logiciel de scrapping de numéros de téléphone sur, enfin, si, ça a marché parce que ça a marché une fois pour une personne. Et en fait, tu peux avoir les numéros de téléphone sur LinkedIn de beaucoup de personnes. Ok. Moi, j'avais eu Jamie Gourmand au téléphone. Ok. J'avais eu Anthony Bourbon. Ok. Enfin, j'avais eu plusieurs personnes comme ça où j'allais chercher leur numéro de téléphone. Et T'avais mais- le numéro à un moment donné d'Elisabeth Borne quand elle était première ministre. Ils ont pas halluciné que tu les appelles. Si. En fait, souvent, ce qui marche, c'est que déjà, je les appelle pas sur leur numéro, je les appelle sur WhatsApp. Ok. Parce que les gens répondent beaucoup plus facilement sur WhatsApp qu'un numéro de téléphone. Tu sais, le numéro de téléphone, tu dis c'est de l'arnaque. WhatsApp, ça t'arrive jamais d'avoir des pubs ou des gens bizarres qui t'appellent, normalement. Ouais, c'est vrai. Du Pour coup- l'instant. Pour l'instant. Il y a toi. Du coup. et du coup, à chaque fois, ils m'avaient mis en relation, pareil, avec leurs assistantes. Ouais. J'ai failli avoir Anthony Bourbon et finalement, c'était pas fait. À chaque fois, c'était assez compliqué. Peut-être qu'un jour, je l'aurai. Et en plus, Anthony Bourbon, c'était génial parce que j'ai eu au tel et il m'a dit, mais comment vous avez eu mon numéro? Et moi, je sais pas, j'ai un peu paniqué. J'ai dit, c'est grâce à Gérald. Et Gérald, il le connaît. Et du coup, il a appelé Gérald. Il a dit, pourquoi tu fais mon numéro comme ça? C'est bon ça. Gérald, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as T'aurais branlé dû lui dire bah viens à mon podcast et je te donne la technique, tu vois. Et justement, et du coup, je l'ai fait avec Alain Dinan. Je sais pas si tu vois qui c'est le PDG de Next City. Ok. Et aussi fondateur de Next City. Et j'avais eu son numéro de téléphone parce qu'à un moment donné, je voulais monter une foncière. Enfin, je voulais réfléchir au montage de la foncière. Et je me suis dit, bah tiens, je vais contacter tous les mecs qui ont monté des foncières. Donc j'ai eu des gens de ouf. Parce que Ok. eux, pour le coup, ils avaient pas de notoriété. Mais il y en avait qui avaient des foncières qui avaient des valos à plusieurs milliards, tu vois. Et je les avais au tel, et ça m'arrivait assez souvent. J'en ai appelé une dizaine de mecs comme ça. Les mecs, ils me disaient, je leur disais, bon bah voilà, je vous appelle, je vais pas vous déranger. Est-ce que vous avez des disponibilités la semaine prochaine? Et le mec me disait, non, mais là, j'ai une petite demi-heure, si tu veux. Et moi, Ok. j'ai pas préparé le truc, tu vois. Ouais, Du coup, il fallait que j'improvise et je pose mes questions et tout. Mais il y a eu plein de mecs super sympas. Et en l'occurrence, Alain Dinan, donc le PDG de Next City, il me dit, mais comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Et là, je lui ai dit, j'avais anticipé un peu le truc, parce qu'à force qu'on me le demande, et du coup, j'avais dit, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous explique comment je fais, mais on se rencontre et je vous explique, et il m'a dit, ok, et on s'était rencontrés à Paris, on avait passé une demi-heure, 45 minutes à discuter, et après, il avait dû partir. Et il m'avait dit, à la fin, je lui avais dit, mais est-ce qu'on pourra se revoir? Il me dit, ouais, je pense qu'on peut se revoir. Et je lui ai dit, mais du coup, quand? Et il m'a dit, bah écoutez, du pro bono comme ça, je veux bien le faire une fois tous les 3 mois, donc on pourra se revoir dans 3 mois. Je lui avais écrit C'est 2-3 cool. fois, mais il m'a jamais répondu. Ok. Mais il avait été très flatteur et tout, il m'avait dit, ah, vous êtes bien et tout, machin. Mais il m'a jamais répondu. Mais bon, c'est comme ça. Après, en même temps, La Next City promotion, était dans la... la promotion, ça va pas très bien en ce moment. Voilà, donc, Next City, il y a ils peut-être étaient, autre chose à foutre. genre, il m'avait dit que 5 jours après, il allait annoncer que... Mais par contre, j'avais bien aimé l'échange parce qu'il y a un truc qui m'a marqué. Il m'a dit, vous savez, Maurice, ce qui est difficile dans le business, il m'a dit, on se serait rencontrés il y a 2-3 ans, on aurait fait certainement des choses ensemble, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Et il y a 2-3 ans, la valeur d'action de Next City, c'était 50 €. Et j'ai, je sais plus, je crois que c'était genre 1 million ou genre 2 millions d'actions Next City ou un truc comme ça. Donc en gros, il avait une valorisation de portefeuille à genre quasiment 100 millions. Ouais. Et il me dit, vous savez, c'est quoi aujourd'hui la valorisation d'une action Next City? Il me dit, c'est 9 €. Et il me dit, en l'espace de 2 ans. Et il me dit, je vous aurais suivi au départ, il y a 2 ans. Et puis finalement, je serais revenu vers vous et puis je vous aurais dit, bah maintenant, on peut plus y aller. Et c'est pas que je veux pas continuer à vous suivre. Et du coup, c'est parce qu'on avait parlé d'association, je lui avais dit, bah voilà, j'ai proposé de monter mon foncière, etc. Donc il m'avait dit, c'est compliqué, vous aurez des effets de marché. Ouais. Et donc, même si des fois vous anticipez les choses, bah il y a des choses qui arriveront qui feront que ça va pas toujours respecter vos plans. Et il faut l'accepter et il faut pas non plus en vouloir toujours aux investisseurs ou aux personnes qui se positionneront avec vous. Ouais. Mais le mec, tu sentais qu'il était un peu dans un down, mais il m'a dit, il m'avait dit aussi, vous savez, Amaury, il y a 4 fois dans ma vie où j'ai dépassé les 100 millions d'euros de valeur patrimoniale. Il me dit, après, je suis redescendu, puis je suis remonté. Mais ça va vous arriver aussi, hein. Et je dis, bah, j'espère. C'est bien, ça, c'est cool. Quand tu rencontres des gens qui te mettent un petit... C'était un bon échange. On a bien discuté. Cool. Bon, après cette belle introduction,
Yes. Merci Yoni d'être là. En Avec plus, plaisir. j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui te connaissent, parce que ça Oui. fait quelques années que tu es présent sur les réseaux dans la sphère immobilière. Yes. Le nom du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et t'es en train de me perturber là, tu rigoles sur l'intro? Je souris, je rigole pas. Père Castor, Parce que moi, raconte- j'ai la ref. Attends, en vrai, tu l'as vu l'émission le dessin Bah, animé bien Père sûr. Castor, raconte-nous une histoire. Ah, bien sûr, C'est vrai? exactement. Bah, quand j'étais petit, ils diffusaient encore. Hein. Tu mens, t'as quel âge? Bien sûr que je mens pas, j'ai 25 ans et ils diffusaient quand j'étais petit. Sérieux? Bah, bien sûr. Ok. Et c'est comme ça que j'ai proposé à Erwan Père Castor. Et après, on voulait pas copier exactement. On s'est pas dit raconte-nous une histoire, on s'est dit raconte-nous ton histoire. Ok. C'est comme ça que c'est venu. Donc, Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et l'idée, c'est de revenir à ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. Et Yes. après, de remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Et je vais te poser des questions qui, schématiquement, sont représentées par les barrages que réalisent les castors. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi le castor. Ok. Et c'est toi, Père Castor. Et donc, Ok. je vais te poser des questions et puis on va arriver un petit peu à ce que tu fais aujourd'hui et essayer de comprendre un peu dans le détail tout l'écosystème qui t'entoure. Mais juste pour donner un peu d'appétit aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu peux en 2 minutes nous expliquer l'ensemble de tes activités? Et on n'en a pas parlé en amont. Ouais. J'ai mes questions, t'as tes réponses, mais si tu peux nous mettre un peu de chiffres dans tout ça, le nombre de personnes que t'as dans l'équipe, le nombre d'élèves formés, etc., je suis preneur de Ok. tout ça. Je commence avec l'IMO. Donc, ouais, j'ai fait la toute première opération d'achat-revente en 2013. Ok. Donc, c'est une opération que j'ai faite avec mon frère et à son initiative. C'est-à-dire qu'il m'a appelé un jour, moi j'étais en train de faire mes affaires. Il dit ouais, j'ai trouvé un truc, un truc pour faire potentiellement, on pourrait faire un achat-revente. Mais à l'époque, lui, il avait pas forcément les fonds pour le faire. Moi non plus. J'avais à peu près 5-10 000 euros d'économie, tu vois, à l'époque. Donc, j'avais 27, 28 ans. Et en fait, je lui ai dit, bah vas-y, je vais aller chercher les ronds et tout. On l'a fait. Tu vois, l'opportunité, on parlait d'opportunité il y a 2 secondes. Je dis, bah en fait, voilà, l'opportunité, elle s'est présentée. Tu la prends, tu la prends pas. Tu vois, le monde, il va continuer. Mais elle me dit, bah voilà, il y a ça. On dit, bah allez, vas-y, on l'a fait, tu vois. Alors, t'avais fait de l'immobilier avant ou non? T'es juste... Jamais, rien du tout. Mon frère en avait fait un petit peu. Tu vois, il avait fait des achats-reventes de RP. Il avait travaillé aussi un petit peu pour le marché immobilier des notaires. Ok. Sachant que bon, c'est pas son métier, mais voilà, il avait fait ça. Mais moi, j'en avais jamais fait. Par contre, c'est un truc qui m'intéressait, tu vois, Ok. qui m'avait toujours intéressé. Je l'avais jamais concrétisé pour des raisons, tu vois, perso. Et là, donc, cette opportunité s'est présentée. On a fait le truc. On a fait, en fait, c'était un lot qu'on a racheté à un marchand de biens, un morceau de grange, et puis on l'a subdivisé. On a fait 2 lots, une rénovation, et on a revendu les 2 lots. En se disant, ouais, c'est facile, on va faire une réno, on va couper en 2, et puis ciao, on va revendre. En fait, là, ça a pris 1 an et demi. On a compris notre douleur. On s'est dit, ok, enfin, tu vois, on s'est pris urbanisme, ABF, les merdes avec les travaux, et encore, on s'en est bien sorti. Tu vois, enfin, on s'est dit, ah, waouh, tu vois, c'est en fait un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Mais quand même, avec notre profil de novice qui connaissons rien et trucs, et ben, en fait, on a réussi quand même à sortir une marge qui était très honorable pour l'époque. Tu te souviens? Ça devait être autour des 50 000 balles. Ok. Sur un montant à 200 000? Sur peut-être 250, Ok. quelque chose comme ça. J'ai plus les chiffres, je te Ok. le cache pas. À l'époque, on avait fait un espèce de montage complètement alambiqué, RP, machin, truc. Enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, bien sûr, quoi. Enfin, la première, tu te lances comme tu peux, Bah quoi, oui, tu bien vois. sûr. Donc, c'était un montage un petit peu alambiqué. Puis là, on s'est dit, OK, il faut maintenant, on s'est dit, c'est cool, c'est intéressant. Ça rapporte, c'est pas si compliqué. Enfin, certainement qu'il faut apprendre des choses. Mais on peut le faire. Donc, on a créé ensemble une société de marchand de biens en 2015. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire marchand de biens quand on l'a créé, en fait. Puis il n'y avait pas d'informations sur les réseaux. Hein, Rien, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Rien. Donc, en fait, mon frère, quand il bossait pour le marché immobilier des notaires, il avait rencontré des gens qui étaient marchands de biens. Ok. Et donc, c'est là, en fait, que lui, il a appris ce que c'était. Donc, c'est lui qui m'a dit, viens, on crée ça, en fait, ensemble. Mais moi, je ne savais pas. J'ai un peu suivi le truc, tu vois. C'était pas à mon initiative. Et donc, bah voilà, c'est comme ça qu'on a lancé, en fait, l'activité de marchand de biens que j'ai jusqu'à maintenant. Ok. Et j'ai aussi un petit peu investi dans l'immobilier locatif. Donc j'ai plusieurs biens qui sont tous à Lyon. J'avais un bien à l'extérieur de Lyon, mais je l'ai revendu parce que ça me saoulait. Et donc aujourd'hui, les biens que j'ai, ils sont tous à Lyon. Ok. C'est de la location moyenne durée. Donc ça, c'est sur la partie immobilière. C'est sur la partie IMO. Quand tu dis Après, t'as plusieurs biens à Lyon, t'as quoi, 4-5 biens sur Lyon? ouais, des trucs comme ça, mais qui sont stratégiquement positionnés. Ok.
Moi, je privilégie, en fait, je fais un arbitrage entre, ça, je pense que je vais en reparler pas mal dans l'épisode, mais entre les différentes ressources, temps, énergie, argent. Ok. Tu vois, les gens qui se lancent, qui n'ont pas beaucoup d'oseille, mais qui ont plein de temps et d'énergie, moi, je leur dis, allez sur de l'investissement qui est prenant, mais qui crache. Ouais. Moi, j'ai pas de temps et d'énergie. Enfin, j'en ai, mais il est limité. Et je préfère pas le mettre dans la gestion d'une location courte durée. Ouais. Donc, je vais aller chercher des trucs qui sont plus rentables. Ouais. Et qui sont moins rentables que de la LCD, mais qui vont pas me prendre la tête. Pour la gestion locative. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Donc c'est de la moyenne durée. Je vais chercher des locataires de qualité. Oui, parce que toi, tu loues assez cher, mais... Très cher. Très cher, mais... Ouais. Mais les biens, ils déboîtent. Très cher, genre, c'est quoi ? T'as un 30 mètres carrés que tu loues... Un T2 de 40 mètres carrés à 1 500 € à Lyon. Ok. Ouais, donc c'est très cher. Oui. Alors, ça inclut toutes les factures. C'est quoi le prix moyen, un T2 30 mètres carrés ? C'est 1100 balles à Lyon, certainement ? Alors, cet appartement-là, si je devais le louer sur le marché classique, je pourrais le louer 800, je pense. Ok. Il a aussi des prestations, tu vois, une fois par an, on lui fait le ménage, etc. Enfin, il y a un peu de prestat, quoi, à côté. Ok, très clair. Donc ça, c'est sur la partie IMO et la partie professionnelle. T'as une société à minima de formation ? Ouais, alors j'ai de l'investissement aussi qui tourne autour de l'immobilier, c'est-à-dire que de plus en plus, ce que j'ai commencé à faire, je vais le faire de plus en plus, c'est accompagner notamment d'anciens élèves de nos formations qui ont besoin et de capital et aussi d'un accompagnement un peu opérationnel. Donc là, c'est de la prise de participation dans leurs opérations. T'en as fait déjà quelques-unes ? Oui. Ok. Et j'en ai en cours. Et là, j'ai créé une structure qui va vraiment industrialiser un petit peu tout ça. Ah, ok. Jusqu'à maintenant, ça, c'est pas lancé encore ? Si. Ah, c'est lancé ? C'est là, quoi. Ouais, mais là, au moment où on parle, t'as déjà lancé une première opération avec ce système avec de cette structure. Non, cette structure, elle vient d'être créée. D'accord. Okay. Mais en fait, c'est juste que jusqu'à maintenant, je le fais par l'intermédiaire de ma holding. D'accord. Et là, j'ai juste tu l'as fait sur quelques projets pour tester. Pour tester, exactement. Et du coup, maintenant, tu l'industrialises. Ça veut dire que tu vas avoir quelqu'un dans ton équipe qui va analyser tous les projets, qui va dire go, ou toi peut-être, ou... Pour l'instant, je veux prendre moi pour rôder un peu le process. Okay. Donc, je veux voir aussi, tu vois, par exemple, je sais que je veux mettre un questionnaire d'entrée. Et là, c'est intéressant de prendre les premiers dossiers qui entrent. Comme ça, je me dis, attends, quelles sont les choses que j'ai vraiment envie de savoir ? Je mets en place tout le questionnaire, etc. Et il y aura que tes élèves qui pourront t'envoyer des projets ? Ils seront prioritaires. D'accord. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que je sais qu'ils vont pas m'envoyer des dossiers de merde normalement. Au moins, j'espère. Sinon, ça veut dire que j'ai vraiment mal fait mon travail et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais au moins, normalement, un de mes élèves, s'il m'envoie un dossier de demande de financement et qu'il a écouté les conseils qu'on lui a donnés dans la formation, son dossier, il doit être complet. Donc, normalement, je vais pouvoir y trouver les renseignements. Je sais aussi que c'est quelqu'un qui saura lire un règlement d'urbanisme, qui saura lire un texte de servitude si besoin. Enfin, tu vois, c'est pas un mec qui sera réveillé le matin en voulant devenir marchand. Ça fait partie de ton service aussi en complémentarité de ce que tu as actuellement et de pouvoir accompagner sur le financement aux besoins. Tout à fait. Ok, très clair. Surtout qu'on sait, tu l'as dit toi-même, quand tu commences à être marchand de biens, au départ, tu fais comme tu peux. Soit tu le passes en résidence principale, soit tu le passes en locatif, mais tu sais que c'est border, ou soit tu t'associes avec quelqu'un qui a déjà fait des opérations. Ouais. Et quand tu veux être marchand de biens, en gros, on te demande que, 1, ton opération fasse au moins 20% de marge, 2, que tu aies une expérience, à savoir, en général, les banques, c'est au moins 2 opérations. Mais du coup, comment t'as fait tes 2 premières si t'as pas le droit de les faire au départ ? Ouais. Et 3, d'avoir du cash disponible. Donc c'est vrai que c'est pas une situation, enfin on en parlera tout à l'heure, mais qui est des plus simples au départ. Donc avoir cette possibilité-là et je pense pas anodine. Ouais. Ok. L'idée aussi, c'est que en fait, les personnes qui se lancent et qui n'ont pas forcément de background entrepreneurial ou d'investisseur puissent capitaliser aussi sur mon antériorité pour faire des entrées en relation avec les banques. L'idée, c'est pas que moi je les maintienne, tu vois, dans une espèce de servitude où je leur ponce leur marge à chaque fois. D'accord. Mais de dire, en fait, on va aussi aller peut-être chercher des banques. D'accord. Et comme ça, après, hop, vous y allez tout seul et vous volez de vos propres ailes. Ok. Donc toi, t'as vocation à faire 1, 2, 3 projets, mais après qu'ils soient autonomes. Oui, si les gens... Enfin, moi, mon idéal, c'est que les gens, en fait, ils gagnent leur autonomie, ils gagnent en liberté. D'accord. Après, s'ils souhaitent continuer à ce qu'on bosse ensemble pour le conseil, l'accompagnement, moi, j'en serais ravi, tu vois, avec plaisir, si ça se passe bien. Mais l'idée, c'est pas de les maintenir dans une servitude, en tout cas. Ok. Bon, c'est tout à ton honneur. Ok, et donc, un programme de formation où tu vas faire... T'as une partie coaching, t'as une partie formation. Yes. En nombre d'élèves, ça fait combien d'années que t'as créé ça ? Il y a combien de personnes qui ont été formées ? Alors, je l'ai créé en 2018. Donc là, ça fait 6 ans. Tout à fait. Mais ça fait 6 ans là, quoi. Ok, c'était en septembre 2018. Je veux pas dire aujourd'hui, mais ouais, je l'ai lancé fin septembre 2018. Donc ça fait vraiment 6 ans. Et en fait, je l'ai lancé, j'ai créé une auto-entreprise, tu vois, en me disant, bon, bah,
Nous, quand on l'a lancé, il y avait rien qui existait. Et on s'est retrouvé dans la merde, tu vois, dans plein de Yann situations. Darwin, il avait pas commencé encore? Non. Ok. Non. Non, mais je me souviens plus. Le Donc, seul ok. qui avait commencé, à ma connaissance, à l'époque, c'était peut-être Nicolas Genzi. Je Il connais bossait avec Cédric Anissette et D'accord. il avait lancé, à ma connaissance, il avait une formation de marchand. D'accord. Je l'ai su après. Pour ça Ok. que... Mais moi, quand je m'étais un peu renseigné, j'avais un peu rien trouvé. À tu ce vois. moment-là, c'était le locatif principalement dont on parlait sur les Oui, réseaux. bah oui, c'est ça. C'était le gros boom du locatif. Ouais. En fait, depuis 2015, Olivier Seban, il avait commencé à parler de locatif et tout. Tout le Ouais. monde a vu qu'il y avait de l'oseille à prendre. Après, tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Ouais, exactement. À ma connaissance, Yann Darwin, c'est un ancien élève d'Olivier Seban. À ma connaissance. Ok. Bah, il y en a Une plein. fois, j'ai vu une conférence d'Olivier Seban où Olivier Seban il disait si vous avez entendu, il disait comme ça vous pourrez être rentable maintenant et pas dans 20 ans. Et là je me dis putain, c'est la phrase de Yann Darwin ça. Et il dit et si vous avez entendu cette phrase ailleurs, c'est peut-être qu'on me l'a piqué. Donc moi je suis pas le juge de l'arbitre, tu vois, entre Yann Darwin et Olivier Seban, mais en tout cas a priori Olivier Seban il était là avant quoi. J'étais avec j'ai reçu Hassan le pro de Limo, tu dois Ouais, connaître, bien sûr, je le connais. Ouais. la semaine dernière et justement on en parlait et tu vois il me disait que c'était dommage parce que Olivier Seban il a été beaucoup copié, c'est lui qui a ouvert la brèche sur ce sujet-là en France. Oui. Et Hassan lui avait dit à l'époque tu devrais essayer d'être plutôt le tonton de tous ces formateurs plutôt qu'essayer de dire que tout le monde te copie. Et malheureusement, il a plutôt choisi le sujet ou de dire que tout le monde le copiait et se mettre un peu tout le monde à dos. Et de toute façon, il pouvait pas l'empêcher. Il y avait beaucoup d'argent à prendre. Il y en a d'ailleurs encore aujourd'hui. Oui. Il y a des gens qui se sont lancés dans cette activité. Et plutôt que de dire un tel m'a copié, plutôt se montrer que c'est lui qui a lancé le truc et être un peu le papa de tout ça. Bah ouais, tu vois, il y a dans un autre domaine, Yomi Denzel, tu vois, les gens aiment pas, Ouais. j'ai pas d'avis, quoi, Ouais. mais lui, en tout cas, je pense qu'il fait ça intelligemment, Ouais. de dire, bah voilà, j'ai créé une notoriété, Mm. et maintenant, les gars, vous voulez lancer des trucs, venez bénéficier de ma notoriété, et comme ça, tu vois, en fait, il y a vraiment du win-win Bien sûr. qui se met en place. Ouais, tout à fait d'accord. Ok, donc du coup, tu lances cette formation, tu m'as pas répondu. Tu sais ou pas le nombre d'élèves que t'as Ouais, fait j'ai une approximativement. Ouais, à peu près. Parce que je suis pas un as des chiffres et de la précision. Moi, j'avoue. tu me dis, je pense que c'est tout le monde. Moi, j'ai 2500 en tête. Je suis à peu près dedans. On ou... est quelque part entre 2500 et 3000. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus proche des 3000 que des 2005. Ok. J'avoue que j'ai pas trop fait de relevé de compteur depuis un moment. Ok. Mais on est à quelque chose comme ça, ouais. Ok. Avec une croissance là qui suit une exponentielle ou t'as eu tous les ans le même nombre d'élèves à peu près? Non, alors, la première année, quand j'ai lancé mon truc, ça a vivoté, tu vois. Ok. Mais j'ai, du coup, rapidement dépassé le plafond de la micro-entreprise. D'accord. Donc, en juillet 2019, j'ai créé une société pour une Donc, pour SAS ceux qui savent pas, c'est que t'as fait en gros plus de 76 000 euros. Non, de non, chiffre non, d'affaires. j'ai dépassé le seuil qui m'amenait à la TVA, en fait. Ah, donc les 38 000. 35 000, ouais. 35 000, ok. Ouais, enfin, des poussières, tu vois, Ouais, quelque chose ok. comme ça. Et donc là, je me suis dit, je crée une société. Donc, j'ai créé la société. Et il s'est passé un truc. Donc, tu vois, on arrive à septembre 2019. J'ai assisté à un séminaire sur le business en ligne animé par Michael Ferrari. Ok. Je vois Michael Ferrari, que j'aimais bien, tu vois, je suivais son travail et tout. Il monte un séminaire business en ligne. Je me dis, trop bien, vas-y, j'y vais. Moi, en plus, j'avais un business en ligne tout naissant. J'y connaissais rien. Tu vois, j'ai monté mon site avec LearnyBox, c'était pourrave, genre c'était trop moche. J'avais trop honte, mais tu vois, il fallait le lancer, quoi. Je me dis, bon, ok, il y a un business, il faut maintenant, il faut se professionnaliser, tu vois. Donc, je vais à son séminaire business en ligne, et là, il y avait Alexandre Cormon qui intervenait. Ouais, ok, ça me parle aussi. Il a plus de... Alexandre Cormon, c'est un des plus gros youtubeurs français. C'est le plus gros youtubeur français sur le domaine du couple et de la séduction. D'accord. Et à l'époque déjà... Donc en 2019, il avait 800 000 abonnés. Donc je pense qu'aujourd'hui, il en a carrément plus. Tu vois. Ouais, ce qui était énorme déjà, 800 000 en C'était 2019. Okay. Il avait commencé en 2015, tu vois, YouTube, il y avait personne. Ok. Peut-être même en 2008. Enfin, mec, c'est un ouf. Et super gentil comme gars, il fait une intervention sur ce que YouTube peut faire pour vous. Attends, je vois l'intervention, j'étais chaud et tout comme la braise. et après, il y a eu une conférence sur... un couple qui venait parler de, tu vois, promouvoir son business sur Instagram, et il parlait de la parentalité positive. Alors, si tu veux, moi, Instagram, je m'en tapais complètement à l'époque. Je m'en tape encore un peu aujourd'hui. Mais la parentalité positive, je m'en tape encore plus, tu vois. Parce que moi, je suis pas parent. Et si j'étais parent, je serais pas dans la parentalité positive. Donc, même en théorie de la théorie, je peux pas m'y intéresser. Donc, je suis sorti, tu vois, de la conférence.
Et là, il y avait Alexandre Cormon qui était posé sur son ordi en train de faire sa vie, tu vois. Et donc, je vais le voir. Je dis, bah, c'était super intéressant ce que tu fais, ce que tu m'as dit. Je commence à discuter avec lui. Et puis lui, bah, il est tout sympa. Il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Je lui explique. Il me dit, ok, vas-y, assieds-toi. Hop, il sort son ordi. Il me dit, c'est quoi ta chaîne YouTube? Et à l'époque, j'avais monté une chaîne YouTube, mais vraiment, pareil, elle était toute pourrave. J'avais mis 5 vidéos dessus, histoire d'exister, tu vois. Ouais. Que si les gens y cherchent... T'avais déjà fait quelque chose. Au moins. Ouais, c'était pour avoir une présence. Et il me dit, bon, t'as fait combien de chiffre d'affaires jusqu'à maintenant? Donc ça faisait 1 an que l'entreprise existait. Je lui dis, j'ai fait à peu près 50 000 euros de chiffre. Il me dit, écoute-moi bien. Je n'oublierai jamais cette phrase. Il me dit, écoute-moi bien. Si t'as fait 50 000 euros de chiffre avec cette chaîne YouTube, t'es assis sur 500 000 euros de chiffre. Et là, tu sais, t'as l'impression de te prendre... Tu vois, un énorme... Le mec délire, c'est pas possible. Il a plané, mais en même temps, il sait ce qu'il dit, donc il y a un truc, tu vois, qui se joue. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je donne sa chance, si tu veux, à cette entreprise. Ouais. Et là, j'ai commencé à mettre vraiment le paquet sur YouTube, sur d'autres trucs, etc. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Lui, t'as mis en relation avec des gens? Il a fait quelque chose ou... Il m'a pas mis en relation avec des gens. Il t'a juste dit, fais ça. J'ai pris une petite formation qu'il avait sur YouTube. Ok. Donc, tu vois, il était pas désintéressé, mais il a fait le travail qu'il fallait. Ouais. J'ai appliqué les... En fait, si tu veux, ma chance dans cette entreprise, c'est que j'y connaissais rien. À tous les domaines, tu vois, du business en ligne, des réseaux sociaux, je n'y connaissais rien de rien et ça m'intéressait pas. Ouais, et t'étais pas client en mode des réseaux sociaux, t'y allais pas par toi-même. Non. Et donc, bah, tu vois, j'avais Facebook comme un vieux con, tu vois, mais sinon, je faisais rien, quoi. Je regarde des vidéos de chats, quoi, c'est tout. et en fait, comme je n'y connaissais rien, je me suis pas dit, ah, j'ai des super idées, je vais les appliquer. Je dis, non, j'y connais que dalle, donc je vais écouter ce que les gens me disent. Et les gens m'ont dit, bah voilà, la méthode, c'est A, B, C, D. J'avais acheté une formation aussi de Théophile Hélier sur le business en ligne. C'est à l'époque, ça aussi. Ah ouais, c'était en 2018. Ouais. Quand j'ai créé le business en ligne, je me suis dit, je ne sais pas faire, j'achète une formation et Théophile Hélier. Super, j'ai aimé la formation, ça m'a beaucoup apporté. C'est vrai? C'était Kali? C'était très bien. Non, je le connais pas perso, mais... Alors les vidéos, elles étaient vraiment pétées à l'époque. Il y en avait qui l'avaient filmé dans son hôtel, je sais pas où il était. Enfin, c'était un peu pourrave, mais en fait, le fond, il était nickel. Et après, il avait fait une mise à jour où là, il avait mis en forme propre. Okay. En tout cas, moi, j'ai eu les infos que je voulais et ça a marché. Ah non, mais je pense que Théophile est un mec j'ai un copain qui est pote avec lui et qui est super. Mais c'est juste que c'est marrant avec Théophile parce qu'il a une image un peu... Enfin, j'aurais pas cru que t'aurais pu être client, tu vois, d'une formation de Théophile. Parce que lui, il avait peut-être un peu show-off et puis la manière dont il s'exprimait, surtout en 2018, peut-être que ça t'avais pas forcément confiance. Surtout, toi, t'avais 35 ans à ce moment-là. Je pense que c'est difficile de faire confiance à un jeune comme ça. Et finalement, t'as réussi à faire le pas et t'as probablement... t'as bien fait. Ouais, bah oui. Alors après... Si tu veux, moi, son l'âge des personnes, je m'en fous. Si elle me renvoie un truc de compétence, même si elle a 18 ans, ça m'est égal. Mais il renvoyait quelque chose de compétent, il avait fait ses preuves, il est bon, quoi. Donc, puis il était sur la 2018, il commençait vraiment à avoir de la notoriété, à se faire connaître. Oui. Ce qui est marrant, c'est qu'il a fait, pour la petite anecdote, il a fait le même... là où j'étais en classe préparatoire, il a fait un BTS Théophile Hélier. Ah ouais? Il était dans le même lycée. Mais c'est dans le Nord, non? Il vient du Nord, lui. Mais moi, j'ai fait 1 an de classe préparatoire à Lille. Ok. À Gaston Berger. Très bien. Donc voilà. Ok. Donc tu fais un petit coup de gnôle. On aurait pu continuer à parler. On peut continuer à parler, mais c'est une gourde qui fait du bruit quand tu l'ouvres. Ah, pour ça. Bon il faudra. On a fait une bonne intro là. Faut qu'on arrive sur ton premier souvenir. C'est bon? Tu veux que j'accélère? Je t'ai dit que j'arrêtais pas de jacter. Il faut me dire si tu veux que j'aille plus vite sur mes trucs. Et là, tu peux un peu accélérer, ouais, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Du coup, je suis les conseils de Cormon. 2020, ça commence vraiment à augmenter. Mars 2020, je fais déjà mon plus gros mois. Et là, boum, Covid. Tu te souviens des chiffres ou pas du tout? C'était 20 000 à peu près. Par mois? 20 000 euros en mars Chiffre 2020 de CA. C'était mon plus gros mois. Tu faisais de la pub ou pas encore? Non. Ok. Je faisais pas... Ah si, je te dis une bêtise, je faisais du Google Ads, mais j'avais 900 balles par mois. Ok. Donc c'était vraiment un petit budget. Et là, boum, Covid, bam, tu vois, ça a commencé à décoller de ouf, parce que les gens se retrouvaient chez eux à se faire chier, à se dire, bon, bah en fait, tu vois, on n'a rien à faire, on fait des formations en ligne. Ouais. Beaucoup de gens, en plus, ont remis en question un petit peu leur cheminement pro. Donc, ils ont fait des formations. Automne 2020, j'ai eu le CPF.
Ok. Donc, possibilité de... Dès 2020? Ouais, 2020, ouais. Ah ouais, t'étais parmi les premiers. Ok. Ouais. Je sais pas si j'étais parmi les premiers, mais en tout cas, en 2020, je l'ai eu. Ok. Parce qu'on avait tous les agréments qui allaient bien. Ok. Et comme on permettait aux gens de faire de la création d'entreprise, Ouais. bah, on était sous le code Bien sûr. 203, la création 203. d'entreprise. Ouais. Et donc là, tu vois, ça a décollé. C'était intéressant. Bah, Ok. ça a causé des problèmes aussi, mais on pourra en reparler si tu veux. Ok. Parce que justement, t'as eu par rapport au CPF ou par rapport à ton activité de manière En générale? fait, l'activité, et j'ai pris une grosse leçon, c'est qu'en fait, l'activité, elle a décollé, mais d'un coup. Ok. C'est-à-dire, genre d'un mois à un autre, tu te souviens ou des chiffres? Non, je me rappelle pas. Ok. Mais il y a eu Tu des... faisais x2 tous il y a les eu mois? des- il y a eu des... Ouais, il y a eu des x3, tu vois. Il y a eu des trucs... Ok. Enfin, tu vois, d'un coup, tu te retrouves avec plein d'élèves qui entrent. Ok. Nous, les élèves qui entrent, c'est pas juste tu cliques et tu les fais rentrer dans un espace. T'avais du Il coaching? y a toute une gestion, il y a du suivi de formation, il y a des trucs... Enfin, tu vois, c'est pas neutre, quoi. Et en fait, à l'époque, moi, j'étais pas structuré. Je bossais un peu tout seul. Et en fait, je me suis fait submerger. Ok. Et le truc, c'est que quand il y a du business qui arrive dans ton entreprise, tu vas pas dire non, non, les gars, restez dehors. Tu dis non, non, entrez. J'ai plus rien à manger, je vais vous préparer un sandwich. C'est pas grave, quoi. Mais tu dis, mais oui, entrez. Mais en fait, du coup, c'est moi qui ai joué le fusible et ça m'a, enfin, j'ai vraiment douillé à un niveau perso. Le temps de réussir justement à structurer, à trouver les bonnes personnes qui allaient m'aider à encaisser ce. Et après, aujourd'hui, t'es sur un plateau, t'arrives où tu subis encore ces vagues? Alors, il y a eu une grosse croissance en 2021 jusqu'en 2022. Ok. Ok. Et là, après, ça a commencé à se tasser. Après, bah, il y a eu les événements de 2022 où tu as commencé à avoir un peu guerre en Ukraine, le bordel comme ça, les taux, la remontée des taux, l'immobilier qui a commencé à être un peu moins populaire. Nous, la Caisse des dépôts et consignations a jugé qu'elle voulait plus financer trop les formations comme ça, donc elle a fait sortir 9000 organismes de formation. C'était à l'été 2022. Et donc, bah, tu vois, ça mis bout à bout, ça nous a mis un coup. Donc notre chiffre, il a baissé de manière assez significative. Et depuis, on est sur un plateau. Ok. Ouais. Ok, ça marche, très clair. Et ben écoute, ça nous fait une belle présentation en introduction. Yes. Est-ce qu'on peut revenir à ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur, en sachant que vendre des cerises à l'âge de 6 ans, c'est un premier souvenir, vendre des baskets, ou que sais-je, au collège ou même avant. J'ai une histoire amusante justement à propos de vendre des trucs. On commence par ça alors. Parce que moi, j'aime bien les animaux. Tu vois, c'est un peu pas trop les enfants, mais j'aime bien les animaux. Et quand j'étais au collège, j'avais des hamsters. Ok. Tu vois ce que c'est, les hamsters russes? C'est des petits hamsters gris, ils sont vraiment choux, tu vois. Ils ont le dos gris, ils sont petits, déjà plus petits que les hamsters européens. Ok. Et ils ont le dos gris avec 3 rayures noires sur le dos. Ok, peut-être. Et ils sont vraiment mignons, tu vois. Tu les vois, tu vas, trop cute et tout, et t'as envie d'en avoir un. Et moi, j'avais un couple de hamsters. Sauf qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais t'as un couple de hamsters, tu te retrouves rapidement avec 100 hamsters. Ah ouais, non, je savais pas. En fait, ils te sortent une portée de 8 hamsters toutes les 3 semaines. Du coup, soit tu les... Ah donc ça se développe de ouf, les hamsters. Ah, putain, c'est un truc de malade. Donc, ça a une espérance de vie de combien de temps, un hamster? C'est 2-3 ans, je crois. Hein, ah ouais, les petits hamsters russes. Un max de bébés, quoi. Donc en fait, tu peux te retrouver avec une maison remplie de hamsters, tu vois. Et donc, ils sont là, tu vois. Donc qu'est-ce que tu fais? Soit tu les dégommes, soit tu les butes, quoi. Soit tu les bouffes, je sais pas ce que t'en fais, mais tu vois, tu vas en faire quelque chose. Ou alors tu les vends. Et à l'époque, un hamster russe, ça coûtait à peu près 70-80 francs tu vois, dans les animaleries. Ok. Donc 70-80 balles, genre en gros 12 €. Quoi. Ouais, ok. Moi, Ce qui est pas anodin quand t'es au collège. Ouais, c'est une somme, tu vois. C'est un peu un symbole de statut, tu vois, le hamster russe. Et du coup, j'ai écrit un petit papier. On avait, tu sais, un tableau d'annonce dans le collège-lycée. Et puis moi, j'ai dit, vends hamster russe, 20 francs, tu vois, 20-30 francs. Et je me suis retrouvé à vendre des hamsters russes, du coup, dans mon collège. Et j'en ai même vendu, tu sais, il y avait, dans le collège, il y avait genre le labo du collège, tu sais, où t'avais une femme déguisée avec une blouse blanche qui faisait pas grand chose, mais genre, il y avait des trucs, quoi, tu vois, des squelettes, des fossiles, des machins, et elle m'a dit, ah bah, on aimerait bien avoir des spécimens, donc j'ai fourgué aussi des hamsters russes à mon collège. Mais t'as dû en vendre beaucoup, alors? Ou non, t'arrivais pas à tout vendre? Bah, j'en ai vendu un paquet, mais à un moment donné, il y a eu saturation du marché, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, les gens, ils ont un hamster russe, bon, bah, ils en font pas la collection non plus, quoi. Ouais, et puis en plus, ça fout un bordel, un hamster, non? Moi, j'avais un pote qui avait des hamsters. Tu dors pas la nuit. Il court dans la roue la nuit, ouais. Il aime bien, ouais. Ah, le boucan que ça fait. Oui, c'est vrai que moi, je le sortais de ma chambre la nuit parce que c'était casse-couille.
Ou alors, il faut investir dans une... Souvent, les gens, ils achètent des roues en plastique toutes pourraves et ça fait vachement de bruit. Alors, si tu l'achètes une roue en métal, ça tremble pas dans tous les sens. Ok. C'est le petit tip, ça. Si jamais tu... De professionnel. T'as encore des hamsters aujourd'hui? Non, j'ai plus de ça. Ok. T'as des animaux encore aujourd'hui? Non, j'en ai pas. C'est vrai? Non, c'est vrai. Donc passion pour les animaux, mais aujourd'hui les animaux c'est bien chez les autres quoi. Ouais, non, j'aimerais bien, bah, surtout que je vis en ville et c'est moins adapté. Ouais, mais t'as une j'ai maison, pas... non? Hein? T'as une maison toi, non? Bah, c'est une maison, mais c'est quand même la ville, tu vois, donc je peux pas avoir un âne, tu vois, sur la terrasse à Lyon. Les voisins, déjà, ils me font chier pour pas grand-chose. Alors pour un âne, tu vois, ils seraient pas contents. Des poules et tout, je te raconte pas. Et en fait, tu vois, j'ai pas envie d'avoir ou un chat toutes les 2 secondes, j'ai peur qu'il se barre, Ouais. ou un chien, et il faut aller ramasser les merdes Ouais. à 6 du mat sous la pluie, tu vois, c'est quand même la défaite, quoi. Donc, je vois les voisins, ils sortent à 7 du mat, là, sous la pluie, à ramasser les étrons. Je me dis, wow, très peu pour moi, quoi. Ok, donc première passion et premier business, vente d'animaux. C'est la première fois qu'on me sort ce truc-là. Et personne Mais t'a- écoute, personne t'a embêté? non, Ok. non, mais non, Ouais, parce que après, c'était pas non plus l'industrie, tu vois, je me pointais pas avec 40 hamsters. Non, mais 8 toutes les 3 semaines, t'as dû en vendre quelques-uns quand même. Bah, je les fourguais pas tous, parce qu'il y en avait qui clamsaient, il y en avait aussi des fois, les hamsters, c'est juste, enfin, les rongeurs, c'est quand même assez particulier. Ouais. Des fois, ils bouffaient leur bébé et tout, donc. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Aucune pitié. Aucune pitié. Et en fait, mon business s'est arrêté un jour. Tu garderas l'histoire si tu veux ou pas. C'est un peu trash. Un jour, je me suis réveillé, donc j'avais bien sûr un mâle et une femelle dans la cage. Je me suis réveillé, la femelle, elle avait bouffé toute la tête du mâle dans la nuit. Mais non. Genre, il restait plus que le crâne. C'était hallucinant. Il y avait un corps et le crâne. La tête, la tête, elle avait été nettoyée de peau, de chair, il y avait plus rien, quoi. C'était un carnage. Mais non. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est là que ça arrête ma carrière dans le commerce de détail de hamsters. Mais c'est des ouf les hamsters. Là, c'est des barjots. Ils se bouffent entre eux. Ouais. Ok. Parce qu'en plus, il n'y a pas de notion de tromperie où elle aurait pas pu lui en vouloir, quoi. Ils étaient qu'à 2 dans la cage. Ah ouais, il y avait pas d'histoire. Après, je sais pas, c'est peut-être tu vois, un truc de ménage qui a mal tourné. Tu sais, il avait pas fait la vaisselle, je sais pas, tu sais. C'est des ouf. Ouais. Ok. Bon, sacrée histoire pour commencer. T'avais quel âge? C'était au collège, donc j'avais 12-13 ans. 12-13 ans. Ok. Moi, 11-12, quelque chose comme ça. C'est quoi la suite? Toi, en plus, c'est sympa, c'est que t'as eu une vie, entre guillemets, je sais pas si classique c'est le bon terme, mais en tout cas, t'as eu une vie de commercial, si je puis reprendre ce terme, avant qu'on y vienne. Ouais. Après le collège, t'as d'autres histoires comme ça qui peuvent montrer que t'as su être opportuniste, mais dans le bon sens du terme, sur différentes activités. Ouais, bah, j'ai vendu d'autres trucs. En fait, à l'époque, quand j'étais au collège aussi, mon père, il travaillait un petit peu au Maroc, donc il faisait souvent des allers-retours en bagnole avec le Maroc. Donc j'ai vendu aussi des caméléons qu'il ramenait en toute illégalité. Ah ouais? Parce que bah, ça, pour le coup, c'est un peu considéré comme de la contrebande, mais t'as pas le droit de faire voyager des Ça animaux vaut cher exotiques comme ça. un caméléon, non? C'était pas si cher que ça, mais j'ai arrêté assez vite parce qu'en fait, les caméléons, malheureusement, bon, déjà, en fait, maintenant, je sais que c'était terrible comme commerce parce qu'en fait, ils sont retirés de la nature. Donc, Ok. si j'avais su, je le ferais pas. Ok. Si j'avais su à l'époque, je l'aurais pas fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que tu parles de commerce d'animaux et que t'adores les animaux, mais t'es végétarien. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, non, j'ai la sensibilité, on pourra en reparler, mais effectivement, aujourd'hui, c'est complètement un business que je ferai pas. Ouais. Donc, il y avait ça. Aussi, il nous ramenait, mon père, parce qu'il était sympa, il nous ramenait aussi des cartouches de club qu'il achetait à la frontière, puis on les revendait aussi au lycée. Enfin, ça, c'était plus mon frère qui faisait ça, mais il avait pu le faire aussi. Est-ce que je l'ai fait? Je me rappelle pas. Peut-être que je confonds. En tout cas, mon frère l'a fait. Après, moi, quand j'ai été étudiant, bah, ça, c'est un deuxième souvenir. C'est mon vrai premier souvenir d'entrepreneur. Donc, étudiant, d'ailleurs, t'es allé où? D'ailleurs, ton collège et lycée, tu l'as fait à Lyon? Ouais, c'était à Lyon. Toi, t'es collège, lyonnais, lycée, Jean Moulin. t'es né ok. Ouais. T'es né à Lyon? Je suis né et j'ai grandi à Lyon. Donc, t'as toujours vécu à Lyon? Jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu à Lyon. Ok. Et donc là, après, t'es allé en études? Ouais. Alors, c'était pas... Je suis pas très à l'aise de raconter toute l'histoire. Ok. Bon, bah, vas-y. Parce que... je sais pas, on va pas s'en sortir, quoi. C'est vrai? C'est trop long ou... Bah, c'est long, ça va être polémique, ça va être le bordel, hein. Ah bon? Bah, écoute, on est bien niveau timing parce que du coup, t'as accéléré. Donc, moi, si tu veux on peut en parler rapidement. On peut en parler rapidement. Moi, j'ai fait mes études à Jérusalem. Ok. J'ai étudié, enfin, moi, à 18 ans, je suis parti de France. Ok. Je suis parti de France parce que j'avais une crise identitaire et machin. Et comme moi, mon père est juif, ben, je me suis raccroché à ce que j'avais, tu vois. D'accord. Et puis, bah, c'était le judaïsme, c'était ce truc-là. Et je me suis cherché là-dedans. Hein, et je suis parti.
Ok. À 18 ans, je connaissais personne, je connaissais pas la langue, je connaissais personne là-bas, pas de famille, rien, et je me suis cassé. Ok. Et puis bah j'ai fait ma vie là-bas pendant un moment, et c'est là-bas aussi que j'ai fait mes études. D'accord. Ok. Donc j'ai fait des études moi de philosophie, économie et sciences politiques. J'ai fait une triple licence. Ok. Et à l'issue de laquelle j'ai compris que je voulais bosser pour personne. Ok. En fait, je me destinais à la politique. La politique, c'est toujours été ma passion. Ah ouais? J'adore ça. J'adore les débats. Enfin, je suis ma boule de ces trucs-là. Aujourd'hui, moins. J'ai moins d'appétit pour ça. Mais à l'époque, genre, je pense que je préférais un débat politique à la baise. Tu vois, tellement ça me... Ok. Ouais. Peut-être que la baise n'était pas d'assez bonne qualité. Je sais pas. J'ai peut-être pas eu de... J'ai peut-être pas assez bon. J'ai pas eu assez de chance. En tout cas, je préférais la politique. Et j'ai fait un stage au Parlement quand j'étais étudiant, D'accord. en me disant, vas-y, je mets un pied dans le système et je vais aller, parce que moi, je me suis dit, je veux être Premier ministre, quoi. En fait, Ok. je veux être politicien, je veux changer les choses, etc. Et en fait, je me suis retrouvé dans un univers de pourriture humaine, mais genre indescriptible, Ah ouais. où en fait, les gens, c'était des putains d'opportunistes, carriéristes, etc. Ils ne croyaient en rien. Ouais. Qu'ils soient de gauche, de droite, etc. En fait, ils tapinaient tellement pendant des années avant de réussir à avoir un job qu'à partir du moment où ils arrivaient en poste, en fait, ils avaient vendu leur père, leur mère, leurs convictions. En fait, ils croyaient plus en rien et la seule chose qui importait pour eux, c'était de se maintenir. Je vais te dire, je cite, alors je vais pas donner son nom, mais là en ce moment, justement, en venant sur Paris, ça me permet de côtoyer de plus en plus de monde et des gens à différentes échelles. Le hasard des choses fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à être avec des personnes qui connaissent beaucoup de monde, et en particulier dans le monde politique. Ouais. Et tu vois, par exemple, là, en septembre, on est censé avoir un dîner avec Rachida Dati. Okay. Donc, c'est quand même des gens qui connaissent beaucoup de personnes, etc. Puis, ça nous sert pour tout un tas de business. Enfin, bah, je vais pas rentrer plus dans le détail. Mais du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit à cette personne, je lui ai dit, mais est-ce que tel ou tel politicien... et je peux dire son nom, je dis, mais Jean-Luc Mélenchon, il croit en ce qu'il dit ou pas? Ouais. Il me dit, mais t'es fou. Il me dit, il croit pas en ce qu'il dit. Il me dit, c'est un rôle. Alors, Jean-Luc Mélenchon ou d'autres, faudra pas, c'est pas lui en particulier, hein, c'est tout un tas de politiciens. Il croit pas en ce qu'il dit. En plus de ça, il me dit, moi, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes en politique, c'est qu'il faut être élu. Point à la ligne. Ouais. Donc, ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour être élu. Et comme, entre guillemets, j'exagère, mais en business, bah, il faut que tu rentres de l'argent. À un moment donné, quand il y a plus de sous, bah, tu dois faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et ben, en politique, ils doivent être absolument élus. Et donc, des fois, ils peuvent dire des trucs auxquels ils croient pas forcément, etc. Alors, je prends pas à partie Jean-Luc Mélenchon, j'aurais pu dire Éric Zemmour, j'aurais pu dire mais c'est un super exemple. J'aurais pu dire Macron, j'aurais pu dire n'importe qui. Mais, en l'occurrence, moi, j'avais posé la question pour lui, parce que, j'ai le sentiment que, quand on a des moyens financiers, on peut avoir des convictions du centre, peut-être même de la gauche, de droite, d'extrême droite, etc. Mais c'est vrai que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse avoir des convictions politiques je tiens à préciser que j'ai voté Mélenchon en 2018, hein. Ouais. Mais en ayant voté Mélenchon, justement parce que j'étais dans une situation où je me sentais proche de ces idées-là, aujourd'hui moins, et je me dis, quand t'as 60, 70 ans, que t'as un vécu, etc., que t'as eu une vie que t'as de l'argent, parce que tu vois, on en parlait, il me disait, Jean-Luc Mélenchon, c'est 6 retraites. 6 retraites. La région. Il a de l'oseille, pardon. Région. Sénateur, machin, etc. Je savais pas, mais je crois, il m'a dit que c'était 18 000 balles par mois de retraite de politicien. Ouais. Tu vois, quand t'as ça et avoir une vision extrême gauche où tu... Bon, des fois, c'est à se poser la question. C'est pour ça que j'ai posé la question. Non, mais pourquoi pas, tu vois, pas. à la rigueur, pourquoi pas, mais c'est surtout pourquoi, quand tu dois plus rien à personne, t'es sur la fin de ta vie, t'as de l'oseille, pourquoi tu continues de pipoter, en fait, et de raconter des trucs dans lesquels tu crois pas vraiment? Parce qu'en vrai, bon, on va pas, c'est pas une émission sur Mélenchon, mais tu vois, le mec, il a quand même été pendant 26 ans sénateur PS, donc il a vendu, c'est clair que pour être sénateur PS pendant 26 ans à son époque, il faut vraiment ne croire en rien, en gros, quoi. Et puis un beau jour, il s'est réveillé avec un idéal communiste et de partage, enfin pas communiste, mais en tout cas très, très marqué véritablement socialiste, très de gauche. Génial. Très, tu vois, très souverainiste. Super, moi j'aimais bien aussi le discours souverainiste, tu vois, la France, la nation, etc. Ouais. Et puis bah maintenant, il est à fond dans l'identitaire, à fond dans les minorités, parce que c'est sa clientèle. Ouais. Dire, mec, tu crois en rien, quoi, en fait. Ouais. Donc, en fait, disparaît. S'il te plaît, dégage. Et donc, du coup, toi, tu l'as vécu de l'intérieur en faisant un stage politique. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai vu ça, j'ai fait mon stage, et en fait, je me suis dit, ok, fausse route,
je veux pas de ça, quoi. Parce que j'estime avoir des valeurs fortes. À partir du moment où je crois dans quelque chose, j'ai vraiment besoin d'être aligné avec ça. J'ai besoin que mes actions soient en cohérence avec mes croyances et avec mes valeurs. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est vraiment un univers merdeux, quoi. Ouais. Jamais de ma vie, je me frotterais à ces gens pourris, quoi. Qui, pour la moitié, étaient d'ailleurs vraiment d'une stupidité, mais affligeante, quoi. Ah ouais. Et je me rappelle, ma maître de stage de l'époque, elle m'a dit, tu sais, si tu veux être élu, t'as pas besoin d'être intelligente, rien du tout. T'as pas besoin d'être bon, t'as pas besoin d'être intelligent, t'as pas besoin de croire en des choses. Elle me dit, t'as juste besoin de le vouloir très fort et d'être prêt à faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Et en fait, les gens qui parviennent à des postes un peu importants, mais ils ont écrasé des gens, trahi du monde, etc. C'est comme ça que ça marche. Ils ont avalé des couleuvres dans tous les sens. Tu peux pas y arriver autrement. C'est pour ça que quand t'arrives au bout du parcours, ça y est, t'es élu, on te donne l'écharpe ou le truc, je sais pas quoi, mais t'es dépouillé de toutes tes croyances, en fait. À part certains, bien sûr, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais le système fait que, en fait, le tri est fait, qu'il n'arrive à survivre dans ce système que les gens pas ouf, en fait. Pas terrible. Mais est-ce que, du coup, tu crois que le système est fait pour ça? Dans la perspective d'avoir des gens, du coup, qui soient élus et qui soient capables d'avoir... Non, je crois pas. Tu penses que c'est juste ça s'est organisé comme ça? Non, je crois pas dans ces espèces de pensées, tu vois, de complotistes, entre guillemets, de me dire, il y a un dessin derrière, tu vois, et quelqu'un a créé ce système pour que... Tout système, il a ses perversions. Ce système, il a été créé pour servir une certaine cause, mais il a ses perversions. Et ses perversions, c'est que, en fait... Un politique devrait pas pouvoir rester élu pendant 25 ans. Il devrait pas pouvoir faire carrière. Il devrait servir 5 ans, 10 ans et après être rendu inéligible. C'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est exactement la discussion qu'on avait au téléphone avec la personne dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Il m'a dit aujourd'hui, il me dit Amaury, t'es jeune, etc. Mais il me dit, moi, il a 72 ans. Ouais. Il me dit, moi, à mon époque, t'étais comme toi, moi, etc. T'étais agriculteur. Tu faisais 3, 4, 5 ans politique et puis après, tu reconduisais ton camion, ton tracteur, etc. Ouais. Il me dit, aujourd'hui, les gens qui font de la politique, c'est leur carrière. C'est leur métier. C'est leur métier. Et a priori, ça a largement contribué à la perversion de cette activité. Ouais, clairement. Ça me fait penser c'est une vieille ref des années 70, mais tu sais, le film La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès, où il dit, à un moment donné, il se fait limoger, tu vois, et il dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et, c'est un peu comme ça, quoi. Les mecs aujourd'hui, genre, Mélenchon, tu le mets dans la rue, tu dis, vas-y, débrouille-toi. Enfin, le pauvre, c'est pas le seul, tu vois. Je pense que t'en prends plein d'autres. Ils ne savent rien faire. Ouais, non, mais c'est la politicienne, ils font de leur activité un métier et finalement, aujourd'hui, ils ne font que ça. C'est ça. Ok. Donc, on a dérivé avec la politique, mais du coup, je comprends que je peux pas bosser en politique. Ouais. Et je finis mes études, je vais faire 2-3 entretiens d'embauche, je me dis, mais mon Dieu, tu sais, je pars en courant, comme à la fin de l'auberge espagnole, tu sais, le mec, il se dit, jamais j'irai bosser à Bercy, pareil, vraiment pareil. Je vais dans des entretiens pour des ministères, des trucs, on me dit, bah, tu vas remplir des tableaux Excel, les gens, ils vont te demander du pognon, tu vas leur dire que t'en as pas. Je dis, oh, c'est bon, laisse-moi tranquille. Mais le problème, c'est que j'avais pas d'argent, tu vois, je venais de finir mes études, puis j'avais fait de la philo, donc personne n'était prêt à me payer pour produire du concept. Et en fait, j'avais besoin de bosser. J'avais pas de thunes. Et alors, j'ai fait un job alimentaire où j'allais chez des gens riches qui déménageaient. Ok. Et en fait, on mettait dans les cartons leurs affaires. D'accord. Tu vois, et en fait, eux, ils arrivaient et on remettait leurs affaires dans la nouvelle maison. Donc, en fait, leur déménagement était complètement indolore. Ok. Et j'ai beaucoup aimé le truc enfin, tu vois, de faire du travail manuel et de trucs vraiment de manard, tu vois. Ça apprend l'humilité et tout. Donc là, t'avais quoi? T'avais 22, 23 ans? J'avais plus, parce que j'ai fait tout plein de trucs entre-temps, mais j'avais plus. Donc t'avais entre tes 25 et 30 ans, juste avant l'opération... Ok. T'étais revenu en France à ce moment-là ou pas? Non, j'étais toujours là-bas. Ok. Et en fait, quand j'ai fait staff, je me suis rendu compte que... et quand j'étais étudiant, qu'en fait, les étudiants et tout, ils bougeaient, ils arrêtaient pas de déménager. Ouais. Et qu'en fait, ils avaient pas de thunes. Et 2, le service qui leur était proposé était toujours inadapté et de très mauvaise qualité. Ouais. Je me suis dit, vas-y, je vais créer un truc de déménagement pour les étudiants. Ah, donc tu voulais déjà entreprendre à ce moment-là? Bah, à partir du moment où j'ai compris que je pouvais bosser pour personne
Et bah, le seul pour qui je bosser pouvais pour bosser, toi. c'était moi, tu Ouais. vois. Mais sauf que je savais rien faire. Moi, je sais rien faire, tu vois. J'arrive à 27 ans, je sais rien faire dans la vie, quoi. C'est vraiment, je suis pas, je suis inapte, tu vois. Inapte T'es et inutile, politicien. quoi, à la T'es société. politicien. Ah, c'est ça. Mais tu peux discuter, tu vois, faire des débats, mais personne te paye pour ça, quoi. Donc, je me dis, je vais créer une société de déménagement pour les étudiants. Ok. Donc, j'ai emprunté 3000 balles à mon frère. Ok. J'ai acheté un berlingot. Et j'ai commencé à porter des cartons sur mon dos et à dire, bon, bah voilà, j'ai fait des petits magnettes, tu vois, du truc. Et puis j'ai commencé à distribuer Ça à a marché droite. Et ben, ça a marché. Et puis au bout d'un an ou deux, j'avais des employés, des trucs, et ça a vachement bien marché. Ok. La société, elle existe encore. Sérieux? Et ben, je l'ai revendue, en fait, à un de mes employés. Ah ouais? Oui. Et elle existe encore. Et il y a pas longtemps, j'ai fêté mes 40 ans. Et le gars qui a repris ma boîte, il était là et tout. Donc C'est un là, truc qui continue, quoi. vous étiez quoi, 5-6 personnes? Ouais, enfin, tu vois, c'est saisonnier, beaucoup comme activité. Les déménagements, ça se fait ouais. plus l'été, tout Ouais. ça. Mais on pouvait être une dizaine, ouais, dans l'équipe à l'été. Ok, et pourquoi t'as revendu? J'en avais marre. Ah ok. Ah, c'était J'en- physique et... Ouais, puis en fait, moi, je m'ennuie assez vite dans les expériences. Là, j'avais fait le tour. C'était pas un truc que j'avais envie de développer. Ça a été une bêtise parce que l'entreprise, elle a explosé 1 an ou 2 après. Ah bon? Ouais. Mais genre aujourd'hui, c'est un gros truc? Ah ouais, il a des camions, des trucs. Enfin, il gagne bien sa vie, quoi. Mais il l'a mérité. Enfin, il a investi aussi. Il a bossé? Il a bossé. Ok. C'est mérité. Pas de regrets, mais des leçons, par contre. Ok. Donc ça, t'as fait ça quand t'avais de 27 à ouais, 30 de ans. 27 à un peu moins. Entre-temps, bah, c'est à cette époque-là Tu fais que ta mon- première que opération de mon frère marchand. m'a proposé le truc. Ok. Tu vois que tu peux gagner de l'argent en faisant cette opération, mais du coup, entre 2010, j'imagine, et 2015, t'as fait quoi, 2-3 opérations, ou peut-être un peu plus, mais tu vivais pas de ça. T'as continué à faire... Non, cette opération, elle a commencé en 2013. À 2013, 2015, ouais, mais tu lances ta formation. Ok, donc tu vis déjà de marchand de biens en 2013 ou... Non. Ok. Non, on n'a pas pu en vivre, c'était le premier truc. Donc quand tu revends ta société, tu fais quoi? C'est un peu long aussi. Tu veux pas en parler? Si, je peux. Ah bah vas-y, on a le temps, hein. De toute façon, on Bien y sûr. arrive. Ouais, on est bon. Ok. Moi, en fait, si tu veux, dans l'expérience déménagement, Ouais. j'ai appris un truc, c'est que j'aimais le travail physique. Ok. En fait, moi, j'ai un cerveau qui marche tout le temps à 100, à 200 à l'heure, Ouais. et c'est épuisant. Et en fait, dans le travail physique, il y avait un truc d'apaisant, parce que quand mon corps est en mouvement, en fait, mon cerveau, il se met un petit peu en veille, et c'était vachement valorisant. Et puis, produire quelque chose de ses mains et tout, je trouvais ça cool. Sauf qu'encore une fois, je savais rien faire. Donc, je me suis dit, je vais apprendre un métier. Et quand j'étais ado, je voulais être boulanger. Genre, c'était le truc que je voulais être boulanger. Et puis, au final, j'ai fait un bac général, mais donc j'ai lâché l'affaire. Là, je me suis dit, vas-y, je vais apprendre un métier. Parce que le problème quand t'es déménageur, c'est que n'importe quel pimpin achète une camionnette, il travaille au black, machin, et il te défonce, en fait. Et souvent, moi, j'étais victime de la concurrence un peu déloyale, parce que je faisais que des trucs déclarés, les ouvriers étaient bien payés et tout. Et je pouvais pas être en concurrence avec ça. Donc, je me suis dit, je vais apprendre un vrai métier. Comme ça, il y aura une barrière à l'entrée. Et donc, il y a 30 ans, je suis venu... je me suis dit, je vais apprendre la boulangerie. Et où est-ce qu'on apprend le mieux la boulangerie? Bah, c'est en France. En France. C'est quand même le meilleur pays du monde. C'était avant 30 ans. Bref. Et donc, je me retrouve à Aurillac, dans le Cantal. Okay. Alors, le Cantal, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où il y a le point bleu des minima de température. En fait, il fait pas si froid à Aurillac, c'est juste que la sonde météo, elle est mal placée à un endroit où il fait méga froid. Du coup, tout le monde pense que genre Aurillac, c'est la Sibérie. Mais Aurillac, c'est vraiment une ville... C'est vrai, ça? C'est la sonde météo? C'est vrai. Oui, parce que il fait pas plus froid qu'ailleurs à Aurillac. Elle fait avec les minima à Aurillac. En fait, la sonde, elle est placée genre en altitude sur une montagne et du coup, il fait vraiment froid là-bas, mais c'est pas la température qu'il fait dans la ville d'Aurillac. Okay. Mais toujours, tu vas voir, le minimal à Aurillac, tu vois une tache bleue au milieu de la météo. C'est pour ça que tu connais Aurillac, parce que sinon... Bah ouais. Tu connais pas Aurillac. Exactement. Okay. Tu sais pas le mettre sur une carte. Quoi. Non. Donc, je me retrouve, si tu veux, à Aurillac, à faire une formation de boulangerie. C'était très chouette, j'ai appris plein de choses et j'ai eu mon CAP de boulangerie. Ah, t'as repassé un CAP? J'ai passé un CAP de boulangerie. Ok. Ouais, parce que c'était une formation professionnalisante, quoi. Ok. Donc, pour adultes, donc je me suis retrouvé avec tout plein de gens, c'était passionnant. C'est très chouette. Je salue Patrick, mon prof de boulangerie de l'époque, et à qui j'ai tranché les doigts en faisant le truc sur la baguette. C'est pas vrai. Ma parole. Et je sais pas comment j'ai fait mon affaire.
Non, mais je lui ai pas coupé, Ah je lui oui, ai pas coupé la main, ok, tu vois. ok. Non, mais je lui ai ouvert les doigts, mon pauvre. Il Ah a eu ouais. des points de suture. Hein. Il a pissé le sang. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire, le pauvre Patrick. Si vous nous voyez, désolé encore. Il se souviendra de moi toute sa vie parce qu'il a des belles cicatrices. Et après, donc je me dis, bah, il faut que je me perfectionne et tout. Je vais aller travailler dans des boulangeries. Ouais. Je vais travailler chez un meilleur ouvrier de France à Megève, à la montagne. Ok. Là, je m'embrouille avec le chef du truc. Je me casse au bout de 3 semaines. Et je me retrouve dans un patelin de 1000 personnes en Alsace, à la période de Noël. Sympa. À Munzenheim, c'était un patelin qui avait 1000 habitants. Et le boulanger me loue le studio qui est au-dessus de l'atelier. Tu vois. Ah putain, le trou, quoi. Enfin, laisse tomber. Mais boulangerie énorme, parce qu'en fait, il sert tous les patelins de la région. Tu sais ce que j'aime avec ton histoire, et en plus je le savais, tu vois, tu disais c'est long, etc. Est-ce qu'on en parle, machin. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est que t'as eu, tu sais, il y a eu une conférence sur, enfin, il y a eu Mbappé qui est passé il y a pas longtemps, je crois, sur Envoyé spécial ou un truc comme ça. Ok. Et ils ont aussi interviewé sa mère. Ok. Et sa mère a dit, vous savez, le plus dur pour Kylian et son frère, c'est que en fait, ils ont connu le succès et la richesse tellement jeunes que du coup, ils ont du mal à... Et c'est un peu la problématique qu'on a aujourd'hui, tu vois, des gens que tu connais dans le mastermind, je pense notamment, ils sont venus sur le podcast à Fabien et Lucas, etc. Ouais. Des fois, ils peuvent ne pas avoir de... Et ça sera peut-être compliqué pour eux plus tard s'ils continuent. Enfin, c'est pas ça sera jamais vraiment compliqué pour eux, mais ils ont moins de notion d'argent. Toi, ce qui est bien, c'est que je trouve que dans ton histoire, dans ton passé, t'es passé un peu partout et t'as pas connu enfin, tu l'as connu, entre guillemets, assez tard, le moment où t'as eu ce succès assez, enfin, financier sur tes activités. Ouais. Et t'es passé par des moments où, comme tu dis, j'imagine que quand t'étais en CAP boulanger à la ville dont tu parlais tout à l'heure, tu gagnais 1000 ou 1500 balles par mois tout au plus. Ah bah, j'avais un salaire d'ouvrier, en fait. Ouais. J'avais vraiment un salaire d'ouvrier. Mais du coup, t'as connu ça jusqu'à assez tard pour que ça puisse... Enfin, ça te permet de garder les pieds sur terre pour la suite. Oui. Bah, le fait d'avoir gagné peu pendant un moment m'a permis aussi de réduire mes besoins. Ouais. Et de savoir me contenter de peu. Ouais. En fait, quand tu sais te contenter de peu, c'est là où tu peux vraiment être libre. Ouais. Parce qu'en fait, si tu as des besoins qui sont énormes, un train de vie qui te coûte très cher, t'es l'esclave de l'argent. Ouais. Tu devras toujours servir, en fait, ce maître qu'est l'argent, parce que sans lui, t'es foutu, tu souffres, en fait. Et si tu sais, en fait, réduire tes besoins au minimum, te contenter de relativement peu, il y a personne qui peut te tenir, en fait. Parce que t'es vraiment libre. Ouais, je comprends. C'est le postulat de Spartacus. Entre podcast. Entre autres. Donc, du coup, tu deviens boulanger? Ouais, et en fait, je bosse dans cette boulangerie, en Alsace, et en fait, au bout de quelques semaines, genre, je me fais mal au dos, mais un truc de malade. Ok. Et là, je me retrouve comme un connard, à 4 pattes dans le studio quand je dois aller aux toilettes parce que j'arrive plus à bouger, mais vraiment des douleurs horribles. Et au bout d'un moment, j'arrive à aller voir un ostéo qui me remette un peu pour que je puisse bouger, parce qu'il n'y a pas d'ostéo dans une commune de 1000 habitants. Tu vois, la ville la plus proche, c'était Colmar, à une demi-heure de route, et je pouvais pas prendre la bagnole, je pouvais pas bouger, quoi. Et après, donc, je me casse parce que j'étais pas apte à continuer à travailler. Et le boulanger, je voulais pas le mettre dans la merde. Donc, j'ai dit, écoutez, je vous libère le poste, quoi, pour que vous puissiez embaucher quelqu'un d'autre. Ouais. Et j'ai fait une IRM. On m'a dit, bah, monsieur, vous avez un tassement discal, il faudrait que vous pensiez à changer de métier. Oh, putain. Là, je me dis, foutez de ma gueule. je viens de finir. Ça fait 1 an que je suis dessus, là. Ah, faut changer de métier. Et donc, en gros, je te la fais courte, mais là, je me suis retrouvé avec le dos en miettes. Ouais. Sans une thune, sans métier, ma meuf venait de me larguer chez ma mère. À 30 ans. C'est ça. Et ça a été, si tu veux, un des points bas de ma vie, tu vois. Tu sais, quand on dit, faut que tu touches le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Voilà, je pense que je l'ai touché un peu, tu vois, le fond de la piscine. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à remonter. Mais du coup, après, effectivement, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un taf rapidement pour me refaire. Parce que, encore une fois, l'activité de marchand, elle était en cours. Ouais. Mais en fait, si tu veux, nous, on savait pas comment s'y prendre. On n'avait pas de méthode. Tu savais pas gagner de l'argent, en plus. Non, je savais pas. On s'est lancé dans des opérations qui étaient trop compliquées pour nous. Ouais. Et en fait, du coup, qui ont été vachement plus longues que prévu. Ouais. On n'a pas su les faire. On s'est mal entouré. Et du coup, ça a tardé à venir. Ouais. Et même mon frère, à cette époque-là, qui a 4 enfants, il se retrouvait aussi dans une situation où il a dû, vraiment aller, tu vois, taper dans les économies, etc., réduire énormément ses dépenses. Pas facile au pour départ. pouvoir survivre. Ah, survivre.
Il était pas à la rue, Pour mais pouvoir pour pouvoir vivre Ouais. à peu près correctement. Ok. Et donc, tu lances, justement, t'arrives à ce down. Là, t'es au moment où tu peux plus être boulanger. Tu Ouais. lances cette première opération de marchand de biens. Elle est en cours, tu non, la on suis. était déjà plus sur la première. Hein. D'accord, t'avais déjà de deuxième ou troisième On avait opération. déjà d'autres trucs, mais comme on n'avait pas de rond, pas de capital, pas de truc, on s'est dit, mais nous, on veut capitaliser un max. Ok. Donc l'idée, c'était de surtout ne pas toucher au capital qu'on allait générer pour pouvoir se constituer une espèce de masse financière critique pour pouvoir après se développer. Et ça, c'est important parce que je pense qu'avant que tu aies atteint les 100, 200, 300 000 euros de capital, faut essayer d'être modeste et d'avoir un train de vie qui est très raisonnable. Après, tu pourras te faire plaisir. Ouais. Mais en fait, tant que t'as pas atteint ça, ne touche pas au capital, surtout fais-le grossir. Et nous, on était vraiment alignés là-dessus, de se dire non, on va se démerder et le capital, on ne touche pas. T'as attendu d'attendre ce point-là avant de le faire? Avant de commencer à faire évoluer ton train de vie? Oui. Ok, ça marche. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, quand tu t'es restreint pendant des années et habitué comme ça, à partir du moment où tu as l'argent, tu te dis qu'est-ce que je vais en faire? Non, mais je te jure, je me dis, mais en fait, je limite des fois, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression de pas en avoir besoin. T'as un train de vie qui est pas hyper dépensier, même encore aujourd'hui? Non, je vis à peu près avec. Je me prends aujourd'hui 3 000 euros de rémunération mensuelle, vraiment en rémunération récurrente. Ouais. Donc en salaire que tu te verses? Ouais, c'est ça. Ok. Et des dividendes quand j'anticipe qu'il va y avoir des dépenses exceptionnelles l'année d'après. Okay. Tu vois, par exemple, en 2022, j'ai fait un voyage de 7 mois. Ouais. Je savais qu'il allait me coûter un peu d'argent. Ouais. Donc là, j'ai perçu des dividendes. Okay. En fait, à partir du moment où tu sors l'argent d'une société, tu te fais dégommer. Ouais. Tu perds 30-40% de sa valeur. Ouais. Donc en fait, il faut juste prendre pour couvrir tes besoins. Et tout le reste, tu le laisses dans les sociétés, t'investis. Ouais, bien sûr. C'est le parti pris que j'ai adopté. Et donc justement, on arrive sur cette situation un peu de marchand de biens. Ouais. Alors, c'est assez atypique. Je l'ai jamais vraiment. C'est la première fois qu'on va le faire ensemble parce que je l'ai pas eu sur d'autres podcasts. Ouais. Mais avant de venir, j'ai préparé quelques questions. Et donc l'idée, alors il y en a sur lesquelles on a un peu discuté tous les deux. Et il y en a d'autres qui vont venir aussi au fil de l'eau. Okay. Pour bien comprendre, parce qu'on a eu une belle introduction, on a bien compris ce que tu faisais aujourd'hui. Ouais. C'est un métier assez atypique. Oui. Et puis comme ça, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi en commentaire. Je suis preneur de savoir ce que vous en pensez, qu'on fasse un peu ça. Je cache pas aussi que ça vient aussi de l'idée de Guillaume Play, qui l'a fait sur Légende. Je trouve qu'il a des fiches qui sont préparées en amont. Et donc on a des questions des fois qui reviennent sur cette activité. On a bien compris toute la genèse où t'es parti d'une situation classique et puis finalement t'as quand même touché un down à un moment donné. Et là tu relances cette activité de marchand de biens. Et donc il y a des gens qui sont peut-être dans cette situation, qui nous écoutent aujourd'hui, ou simplement qui découvrent l'activité et qui peuvent être intéressés par ces sujets-là. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait pas mal qu'on aille un peu dans le détail sur ces questions. Oui. Et donc, la première question, moi, que j'ai envie de te poser, c'est finalement, dans l'activité que tu as aujourd'hui, dans cette activité de formation et d'accompagnement, on a compris qu'il y avait une partie coaching et une partie formation. Ouais. En quoi tu vas aider les marchands de biens et en quoi tu vas les éviter de faire ce que tu as pu faire au départ, c'est-à-dire faire des opérations trop complexes ou qui te prenaient trop de temps et finalement qui t'ont permis de gagner de l'argent parce que il faut quand même savoir, et ça je donne mon avis personnel, mais que c'était un moment différent. On était en 2015, le marché immobilier était différent. Aujourd'hui, je pense que la concurrence est plus forte. Ouais. Comment tu fais pour aider ces personnes à se lancer et à réussir ces premières opérations? Je vais te répondre de manière indirecte, et si tu sens que je t'ai enfumé, n'hésite pas à me relancer. Tu peux compter sur moi. C'est juste que c'est important que les gens... En fait, il y a une question que les gens me posent super souvent, c'est pourquoi j'ai lancé ça, en fait. Comment j'en suis arrivé à lancer de la formation, et ça va répondre indirectement à ta question, et ça va m'y amener. C'est que, en fait, moi, j'ai toujours aimé l'enseignement. J'ai toujours accompagné les gens, aimé expliquer les choses, expliquer les concepts. J'ai fait de l'enseignement informel en milieu associatif, etc. Et j'ai toujours voulu être prof aussi. Enfin, être prof, enseigner, c'est quelque chose qui m'a plu. Quand je suis à un moment donné en France, quand je me suis retrouvé avec le dos en vrac, je me suis dit, je vais faire un master de philo et je vais être prof de philo. Enfin, tu vois, vraiment, je me suis inscrit à la fac à Lyon et tout. Et j'ai tenu 3 jours. Et en fait, à un moment donné, j'ai rencontré un pote du collège, tu vois, et il m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas de la formation justement pour les marchands de biens? Je dis, tu sais, ça fait que quelques années que j'en fais, je me sens pas légitime, etc. Moi, tu sais, qui suis-je? Il y en a qui ont fait 100 fois plus, je suis personne, blablabla. Il me dit, non, mais je sais, les opérations que t'as faites, ça va, t'es plus légitime que la moitié des gens qui parlent d'immobilier en France. Vas-y. Et en fait, ça m'a fait un espèce d'ikigai comme ça entre ce que j'avais envie de faire, ce dont visiblement le marché avait besoin et ce pourquoi le marché était prêt à me payer. Et en fait,
J'aime beaucoup décortiquer les concepts qui peuvent être compliqués pour d'autres personnes et leur transmettre de manière digeste. C'est souvent ce que les gens nous disent d'ailleurs. Ils me disent en fait vos formations sont super, c'est très pédagogue, machin, on comprend bien, on nous explique bien les choses. Ce qui me fait la transition vers ta question que j'ai oubliée. C'est comment tu aides concrètement. Là par exemple, moi, partons du postulat que j'ai pas, ou une personne X ou Y qui a jamais fait d'opération immobilière, Ouais. ou qu'on a même fait une ou deux. Tiens, je vais plutôt partir là-dessus. Soit qu'on a jamais fait, soit qu'elle a fait une ou deux opérations, mais qui a été déçue parce que elle a vu sur les réseaux qu'on pouvait faire du marchand de biens facilement. Ouais. Finalement, elle s'est rendue compte que on avait un marché haussier jusqu'à aujourd'hui, et donc c'était facile de faire du marchand de biens. Ouais. Parce que finalement, t'achetais en janvier 2018, tu revendais en janvier 2019 le temps de faire ton opération, et tu prenais tes 15-20% de marge parce que de fait, de toute façon, il y avait une croissance du marché si t'achetais dans une ville qui était pas trop mal et qui tenait la route. Aujourd'hui, cette personne, elle veut réaliser d'autres opérations. Elle s'est plantée, ou alors elle a gagné un peu d'argent à ce moment-là, mais elle sent que c'est plus complexe. Ouais. Concrètement, comment tu l'aides? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce qui va lui permettre finalement, et ça va me permettre d'enchaîner aussi sur une autre question en même temps. Comment elle trouve une opération? Qu'est-ce que tu lui expliques là-dessus? Ouais. Alors déjà, quelqu'un qui achète un bien en 2018, qui le revend en 2019 ou en 2020 en prenant 10-15%, c'est pas un marchand de biens, c'est un spéculateur. On commence par ça. Ouais. Donc ça, n'importe quel idiot peut le faire. Ouais. T'as besoin d'aucune compétence dans un marché qui est complètement dingue comme celui de ces années-là. T'as limite pas besoin de beaucoup de compétences. Ouais. Il faut un peu de trésor pour pouvoir acheter et puis tu t'assois et t'attends. Ouais. Mais là, maintenant, on est dans un marché qui est différent, où tu peux plus faire ça. Si tu fais ça, tu te fais dégommer. Ou alors, tu restes avec ton bien sur les bras pendant des années. Ce qu'il faut comprendre, je sais pas, mais l'audience de ce podcast, c'est des gens qui ils savent ce que c'est un marchand, ils savent en quoi ça consiste. Ouais, tu peux rappeler rapidement la définition, mais oui, normalement, oui. Un marchand de biens, c'est un commerçant de l'immobilier. C'est quelqu'un qui achète des biens et les revend pour dégager un bénéfice. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre le moment de l'achat et le moment de la revente, si tu veux qu'il y ait un bénéfice entre les deux et que tu n'es pas dans un marché haussier, en fait, qui fait de toi juste un spéculateur, il faut que tu amènes quelque chose au marché. Et ça, c'est vrai dans toutes les activités. Tu veux être rémunéré, il faut que tu crées une valeur pour le public, pour ton public d'acheteurs. Donc la question qui se pose, c'est quelle valeur tu vas créer pour tes acquéreurs. Et ça peut passer par plein de choses. Il y a plein de schémas potentiels. Tu peux résoudre des conflits. Tu peux solutionner des problèmes techniques, tu peux solutionner des problèmes juridiques, tu peux réagencer un appartement, tu peux faire de la division, etc. L'idéal étant d'avoir tous ces problèmes-là sur un bien, parce que plus tu vas en fait créer de valeur, et plus tu vas pouvoir être rémunéré. Donc aujourd'hui, on est dans un marché qui est plus compliqué, c'est un marché qui s'est professionnalisé. C'est très intéressant parce que justement, les touristes et les spéculateurs, ils se sont fait dégager. Donc là, aujourd'hui, normalement, ceux qui survivent, c'est ceux qui sont plutôt bons. Et donc, la personne qui aujourd'hui veut se lancer dans un contexte qui est compliqué, elle doit avoir les outils pour créer cette valeur. Ça va passer par des connaissances juridiques. Alors, c'est là où ça devient chiant, hein, parce qu'il faut des connaissances juridiques, il faut s'y connaître en droit de l'immobilier, il faut s'y connaître en droit de l'urbanisme, il faut savoir déceler de la valeur dans un bien, trouver un potentiel constructible, divisible. Il faut avoir un œil d'expert quand tu vas visiter un appart et te dire, tiens, là, c'est un peu, c'est mal foutu, qu'est-ce qu'on peut en faire, prendre en considération les contraintes techniques aussi. Donc en gros, moi j'aime bien dire que l'activité de marchand, c'est comme un millefeuille de contraintes. Donc tu as des contraintes juridiques, commerciales, financières, fiscales, etc. Tout plein de contraintes. Toi, ton rôle en tant que professionnel, c'est de faire tenir ce millefeuille droit, le faire tenir debout et qu'il soit à peu près digeste, tu vois, quand tu vas le bouffer. Donc, il faut que tu acquières tout un set de compétences et plus tu auras de compétences, plus tu sauras aller sur des opérations complexes et donc plus tu vas gagner d'argent. J'ai l'impression que plus l'activité semble facile au départ, plus elle est complexe en réalité. Oui. Je sais pas si tu es d'accord avec cette phrase, mais j'ai l'impression que ça s'y prête parfaitement pour le marchand de biens. Ouais. De l'extérieur, on a l'impression que c'est l'un des métiers les plus simples. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il attire beaucoup de monde. Ouais. Et en réalité, c'est l'un des métiers les plus compliqués. Bah parce que les gens, ils s'imaginent que ils vont acheter un bien, mettre un coup de peinture avec leur beau-père le week-end et puis qu'ils vont le revendre. Et qu'ils vont prendre 50 000 balles. Mais c'est plus compliqué. D'ailleurs, c'est ce que tu as dit, je pense, s'applique à beaucoup de domaines de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui te disent 3, 4, 5 ans, 10 ans après avoir lancé leur business, il dit, et le PDG de Nvidia l'a dit il y a pas longtemps, je l'ai vu dans une interview, il disait, si on avait su ce qui nous attendait, on l'aurait jamais lancé. Et ben en fait, c'est dans beaucoup d'entrepreneuriat, de beaucoup d'entreprises, tu te lances, tu dis ah ouais, marchand de biens, je vais me lancer, ça va être cool. Et puis après, tu te fais défoncer par les mairies, les artisans, les trucs machin. Tu te dis oh putain, c'est quoi ça? Est-ce que quand on est marchand de biens, on est investisseur, entrepreneur ou les deux? On est entrepreneur parce que pour moi, un investisseur, c'est quelqu'un qui place son argent. Il y a un côté passif en fait dans l'investissement, normalement.
Donc il y a un côté passif dans l'investissement. Or, marchand de biens, c'est pas du tout passif. C'est pas du tout passif. Tu dois gérer plein de choses. Et en fait, à partir du moment où ton opération elle se termine, tu continues pas de toucher du cash pendant 20 ans. Tu prends ton cash et ça se termine. Donc si t'as pas une deuxième opération dans les tuyaux, merci monsieur et au revoir. Donc en fait, il faut sans arrêt lancer des entreprises. Je découvre là ce que tu me dis. Quelqu'un qui écoute ce sujet-là, ça m'intéresse l'immobilier. Ouais. Mais donc là, c'est un peu rassurant, mais j'ai du mal à voir comment ça se passe concrètement la mise en place. Et est-ce que tu peux nous raconter le fonctionnement pour une personne qui va se lancer, qui a réalisé ou pas une première opération et qui arrive chez toi et qui se dit ok, je vais être accompagné. Concrètement, tu peux reprendre le parcours d'un des élèves que tu as eu sur les 2500 ou 3000, j'imagine qu'il y a au moins une belle histoire à raconter. Un parcours opérationnel, tu veux dire? Un parcours très concret du départ, premier jour où tu l'as rencontré. Je serais même curieux de savoir d'ailleurs, sans méchanceté, mais une personne que tu as rencontrée, tu t'es dit, lui, ça va être compliqué. Et finalement, vous avez réussi à l'accompagner sur la partie formation. Et aujourd'hui, c'est une personne qui est autonome dans ce métier-là et qui a envie de son activité. Alors, est-ce que ça existe et est-ce que tu as une histoire là-dessus à nous raconter? Alors déjà, on a plein de personnes. On a plein de personnes qui ont cartonné et qui sont devenues 10 fois meilleures que moi. 10 fois plus gros, etc. Des opérations plus complexes. Et je suis ravi parce que quand tu formes des gens, c'est pour avoir quand même, je pense, à un moment donné, l'espoir qu'ils deviennent meilleurs que toi. Je pense d'ailleurs à petit clin d'œil Martial qui est de RM Léman, c'est le nom de sa société, qui est une société avec un associé en Haute-Savoie, et il a créé un truc vraiment hyper impressionnant. Quand tu dis très gros, est-ce que c'est quoi, ils font une dizaine, une vingtaine d'opérations à l'année? Je sais pas exactement, j'ai pas les chiffres, mais c'est pas très gros comme les énormes marchands de biens, tu vois, qui font 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il en est pas là. Mais à l'échelle de quelqu'un qui a démarré il y a quelques années, son parcours, il est assez impressionnant. Il en vit très bien. Ok. Il est impressionnant. Alors, le fait est que depuis des années, moi, j'ai plus trop de contact direct avec les gens qui sont en formation. À part ceux qui viennent on fait des formations présentielles quelques fois par an. Donc là, j'en dispense une partie. Mais en gros, j'ai malheureusement plus la possibilité de vraiment voir le parcours de progression des élèves. Je peux difficilement répondre à ta question. Celle au départ, est-ce que tu en as une qui t'a marqué au départ? Quand tu as lancé ton activité, j'imagine que c'était toi qui formais les élèves, non? Oui. En 2018, 2019 Oui. Bah, c'est quoi exactement que tu voudrais avoir comme exemple? Bah justement, un exemple comme Martial, quand il est arrivé, est-ce qu'il y connaissait rien? Martial a suivi une formation en ligne. Donc, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai pas suivi en direct. On a des formations en ligne et en présentiel. Les gens qui suivent des formations en ligne, ils ont quelqu'un qui les accompagne, qui n'est pas moi. Et moi, souvent, quand je faisais de l'accompagnement, c'était de l'accompagnement de groupe. Donc, j'avais pas les histoires individuelles. Mais tu vois, par exemple, il y a Marion qui est maintenant coach chez nous. Ouais. Et qui avait démarré elle avait démarré l'immobilier seule il y a des années. Après, elle a suivi notre formation avec Jonathan, son compagnon. Ouais. Et ils sont à Lille, justement, dans le nord, quoi, proche de Lille. Et eux, ils marchent très, très bien. Et ils en vivent aujourd'hui? Oui, tous les deux. Ils sont tous les deux sur leur société de marchand et ils marchent bien. Et je les salue au passage. On l'a dit tout à l'heure, il était facile parce que tu t'as donné le terme, tu as dit spéculateur. Ouais. À une époque, il y avait des gens qui spéculaient sur l'immobilier assez facilement en achetant un bien et en le revendant. Ouais. Aujourd'hui, partons du postulat que je connais pas ou peu l'immobilier. J'arrive, je me dis faire une opération, c'est trop compliqué. Comment on fait pour trouver une opération? Est-ce que toi, tu t'expliques comment tu trouves une opération, justement, où il y a un problème juridique, il y a un problème fiscal, il y a un problème d'héritage, souvent, ça peut être aussi un sujet. Ouais. Est-ce que t'expliques, tu donnes des tips très concrètement? Toi, aujourd'hui, tu dois faire une opération de marchand de biens, et je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est facile pour toi, t'as des contacts, t'as des gens que tu connais, t'as des agences immobilières, etc. J'imagine que tu invites les gens à créer du réseau, tu utilises des logiciels classiques, tu fais des visites, tu fais des négociations. C'est quoi que tu recommandes là-dessus? Alors, la première chose, c'est, en fait, la réponse n'est pas la même pour tout le monde. Okay. Ça va dépendre de la personne qui va se lancer. Et c'est pour ça qu'on commence souvent avec 2-3 petites vidéos pour une prise de conscience de soi, puisque l'entreprise de marchand de biens, tu vas pas demain créer, je sais pas, une boulangerie, tu vois, où juste tu vas vendre des croissants et puis on s'en fout que tu sois grand, petit, noir, blanc, enfin on s'en tamponne. Par contre, si tu es marchand, l'entreprise, ça va être une entreprise unipersonnelle. Donc, l'entreprise, ça va être toi. Et la question, c'est, en fait, qu'est-ce que toi, tu amènes sur la table en termes de savoir-faire, de savoir-être, de compétences et de traits de personnalité. Et en fonction de ça, je vais te dire, il faut que tu capitalises là-dessus.
Donc en fait, tu essaies de chercher l'unfair advantage de chacun, Oui, lui expliquer qu'il doit le trouver par lui-même et en fonction de ça, d'essayer de... Typiquement, mon unfair advantage, c'est le contact avec les gens. tout à fait. Et donc, il vaut mieux que je réalise des choses comme le podcast. Bah viens, je vais te coacher par exemple toi. Eh bah vas-y, ça m'intéresse. Donc à Maury, par exemple, toi tu me dis je veux lancer une activité de marchand de biens, tu vas commencer à me raconter un petit peu ton parcours, etc. Bon, nous on se connaît, donc Ouais, on passe les je détails. t'épargne l'échange, quoi. Mais en gros, je vais te dire bon bah ok, toi apparemment, je sais pas si en compétences techniques ou juridiques, c'est trop ton truc. À mon avis, si je te fais te palucher un PLU de 100 pages, ça va vite te gonfler. Ouais. Mais par contre, je vois que tu as un super contact avec les gens, tu arrives à créer du réseau, à l'entretenir, à faire en sorte qu'il y ait du monde qui gravite autour de toi et à capitaliser là-dessus. Je vais te dire, bah, ça te dispense pas de connaître les bases juridiques et compagnie. Par contre, je vais te dire, bah, oui, capitalise sur ton réseau, va effectivement serrer des paluches, va faire des restos, etc. Capitalise sur tes forces. Donc plutôt rencontrer des agents. S'il y a des personnes qui s'apparentent, et c'est intéressant, on va pouvoir le faire pour toi après, parce que du coup, on a des profils qui sont un peu différents. Donc, du coup, dans un profil comme le mien, tu vas accompagner les gens plutôt à aller voir des agents immobiliers, aller rencontrer du monde, Oui, boire des coups avec eux, pour que eux-mêmes t'apportent des opportunités immobilières, tout à fait. mais d'avoir un vernis de compétences et de savoir que tu dispenses justement pour pouvoir analyser un minimum les opérations qu'on t'envoie et ne pas, la confiance n'excluant pas le contrôle, vérifier que les opérations qu'on t'envoie sont de qualité et de pouvoir les réaliser. C'est clair. Au final, alors, tu vois, je vais juste reprendre sur un terme. Tu as dit un vernis de compétences. Oui. C'est pas un vernis, c'est plutôt une base pour moi. Ouais. Vraiment que les gens ils aient une base un peu solide de compétences. Au final, encore une fois, tu te retrouves souvent seul. Et quand il y a une bonne opportunité qui arrive, il faut que tu la saisisses rapidement. Tu vois, tu es dans le TGV, il y a Philippe Etchebest. C'est le moment d'y aller, tu vois, même si c'est pas lui. Une bonne opportunité immobilière. Si toi, tu dis, je sais pas, il faut que je prenne quelques jours, que je fasse venir mes artisans pour qu'ils me chiffrent le travaux, machin. Moi, je vais passer derrière, je vais dire, attends, en un quart d'heure, je vais te dire, il y en a pour tant. L'opération, elle tourne, je fais une offre sur place et c'est fini, tu l'auras perdu, le dossier. Donc, il faut que l'aspirant marchand de biens, il ait le set de compétences basiques nécessaires à une prise de décision rapide et autonome. Si on a un profil qui est complètement différent du mien, à l'opposé, peut-être pas le tien, t'as aussi du contact assez facile, mais t'es peut-être plus réservé que moi. Et qu'est-ce que tu conseilles dans ce cas-là ? Par exemple, nous, on a divers publics. On a pas mal de gens qui viennent, tu vois, de carrière, par exemple, d'ingénieurs, ou qui ont des profils plutôt analytiques. Le contact humain, c'est pas leur tasse de thé, tu vois. Eux, je vais leur dire... D'ailleurs, pardon de te couper, mais parce qu'on travaille ensemble sur un sujet, enfin, en tout cas, nos sociétés travaillent ensemble sur un sujet. Et du coup, j'ai été amené en tout cas à voir de temps en temps certains de tes profils. Et c'est vrai que t'as quand même plutôt des profils de haut niveau, en général. Tu parlais, moi, j'ai vu des géomètres, des architectes, alors j'imagine que t'as de tout. Aussi, mais t'as de tout, mais, c'est vrai que c'est assez appréciable de voir qu'il y a des profils de bon niveau qui veulent se réorienter ou comprendre les choses et qui utilisent cette formation. J'imagine en tout cas que c'est à minima une représentation de la qualité de la formation. Et je le dis en toute objectivité puisque moi je les ai rencontrés ces gens-là. Et pour avoir tout un tas de spectres de personnes dans l'écosystème, ce qui est assez marrant parce que nous on organise des visios globales où on a des gens mais en fait tu reconnais assez vite qui vient de qui. Et c'est vrai qu'assez souvent c'était assez challengeant de discuter avec des personnes de ton écosystème et je pense que c'est aussi un écosystème vertueux. T'en as pas parlé tout à l'heure mais j'imagine que ça peut aussi rendre service. Je sais pas s'il y a des mutualisations qui se font entre les élèves, mais ça peut aider. Il y en a plein, des associations qui se sont créées, d'élèves qui se sont rencontrés, et on en a plein, et nous, on encourage ça. Parce que moi, je suis convaincu que c'est important, tu vois, de savoir aussi s'appuyer sur les autres qui ont d'autres compétences que toi. Juste, je fais une remarque par rapport à ce que tu as dit, c'est que on dit souvent qu'on a les clients qu'on mérite. Oui. Et moi, je suis vraiment ravi des clients que j'ai. Parce que, tu vois, quand j'arrive en formation, je me dis pas, ah putain, je dois encore expliquer à cette bande de trouducs des trucs d'urbanisme. Je me dis non, trop bien. Je vais passer 4 jours avec eux. Ils sont sympas. Ils ont des bonnes valeurs. Je discute avec eux. Tu vois, ils sont motivés. Et puis, ils sont motivés dans un sens qui me plaît. Ouais, et exigeant aussi. Et exigeant. Et oui. Moi, ça m'est arrivé. On a les clients qu'on mérite. J'ai pas honte de le dire. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur les sujets de marchand de biens, des fois d'aller vérifier la réponse que je donnais, parce qu'il y avait des questions qui étaient, même s'ils étaient, et puis t'en as beaucoup qui étaient aussi débutants sans être débutants. Hein. Moi, j'en ai quelques-uns qui avaient déjà réalisé 4, 5 opérations, qui avaient déjà une dizaine de biens en locatif. Enfin voilà, qui viennent pour se perfectionner. Parce que là, on parle de débutants, mais il y a aussi un sujet, je pense, de perfectionnement. T'as quand même un public aussi qui va dans ce sens-là.
c'est rare déjà que les gens s'intéressent à l'activité de marchand sans avoir rien fait en immobilier avant. En premier lieu. Souvent, ils commencent par du locatif. C'est super. Les gens en général qui n'ont pas fait de RP, qui n'ont pas fait de locatif, tu vois, au moins un des deux, et qui disent « Ah tiens, je m'intéresse à l'activité de marchand, etc. » En général, ça aboutit pas. RP étant résidence principale. On a un profil qui est plutôt comme le tien ou très réservé. Qu'est-ce que tu conseilles? Typiquement dans la... En fait, tu vas pouvoir créer, comme tu vois, je te l'ai dit, il y a plusieurs manières de créer de la valeur. Solutionner, par exemple, des problèmes juridiques ou savoir produire une analyse de la faisabilité d'un bien, là, tu peux aller vraiment créer de la valeur. Je sais, par exemple, mon frère, qui est chercheur de base, lui, il a un profil très analytique. Le contact humain, c'est pas trop sa passion, tu vois. Mais par contre, il te sort une analyse de dossier. Tu vois, il est docteur en biochimie, il a l'habitude d'analyser des trucs plus complexes, quoi. Ouais. Donc, il sort une analyse de dossier, tu sais qu'il n'y a pas, il y a pas d'erreur. Il y a pas de problème, tu vois. c'est carré, quoi. Ouais. Ben, là-dessus, tu peux vachement capitaliser. Et le troisième profil duquel je veux parler, qui est important, parce que j'en ai beaucoup, c'est des gens qui ont un profil technique. Okay. Des anciens artisans, par exemple. Moi, j'en ai vraiment pas mal. Je pense que ça représente entre 15 et 25% de ma clientèle. Des gens qui sont artisans, qui ont une compétence technique et tu vois, qui ont déjà rénové des trucs, etc. Ils l'ont fait pour d'autres. Ils se disent, bah merde, en fait, ils bossent pour des marchands et ils se disent, attends, ils voient ce qui se passe. Et donc, ils se disent, bah, pourquoi pas moi? Et ce qui est intéressant, c'est que chacun vient en formation avec ses croyances limitantes. C'est-à-dire, l'analytique, il pense qu'il est nul en technique et qu'il va jamais réussir à comprendre un artisan. L'artisan, il a des croyances limitantes sur ses capacités à lire un règlement d'urbanisme. Et en fait, tu dois faire en sorte que toute cette sauce-là, ou alors les gens qui ont ton profil, ils se disent, bah, moi, c'est pareil, enfin, tu vois, ou ils butent sur d'autres trucs. Et l'idée, c'est d'amener tout le monde un peu au même niveau, tu vois, sur les trucs, et que tout le monde reparte, au final, avec les compétences de base pour pouvoir être autonome et être à peu près bon partout. Sur le profil analytique, parce que finalement les gens vont dire bon bah t'as un profil comme Amaury, c'est facile, tu fais du contact avec des gens, t'as du off market en ce moment. Alors en théorie c'est facile, en pratique c'est beaucoup plus compliqué. C'est clair. Mais on imagine comment on peut avoir une bonne opération. Quand t'as un profil analytique, concrètement, tu fais quoi? Tu vas sur les réseaux, tu vas sur le Bon Coin et t'essayes de voir des annonces où justement c'est compliqué et t'essayes d'analyser pour trouver la solution juridique. C'est comme ça que tu l'amènes? Comment? Alors, je vais donner un conseil qui est valable pour tous les profils, qui est le truc de base. Quel que soit votre profil, quel que soit le marché dans lequel vous allez être, quelles que soient vos ambitions et quelle que soit votre expérience, vous allez faire des visites. C'est la première chose que vous allez faire. C'est-à-dire que moi, je veux pas entendre de gens qui me disent « Ah, j'ai trouvé une opération et qui m'envoient une annonce. » Je dis « Non, t'as rien trouvé du tout. T'as lu une annonce, en fait. » Donc, tu vas prendre tes petites guiboles et puis tu vas aller visiter les biens parce que l'immobilier, c'est un métier de terrain. Et en fait, tu peux pas trouver une opération en lisant une annonce. Il faut aller voir, c'est pas possible autrement. Il faut développer un œil d'expert. Ok, il faut se rendre sur place souvent pour se rendre compte du potentiel d'un bien. Parce que ça peut être un potentiel commercial, technique, juridique, etc. Souvent, tu ne le sais pas par l'intermédiaire de l'annonce. Donc, il va falloir aller discuter avec l'agent immobilier, il va falloir regarder le bien, prendre des informations, repérer peut-être, tu vois, des potentiels, voir une petite annexe, voir des combles aménageables, un truc comme ça. Et en fait, tu ne peux développer cette expertise qu'en allant faire des visites. Donc, quel que soit le profil, quelles que soient les ambitions, quelle que soit l'expérience, allez faire des visites. Et quand je dis faire des visites, il faut en faire tout le temps. Toutes les semaines, c'est l'essence, tu vois. Tu dis, bon, bah, je te donne une super bagnole, c'est ma formation, tiens, voilà les clés. Mais le réservoir, il est vide tant que tu me fais pas de visite. Tant que tu fais pas de visite, tu vas rester au point mort. C'est une des premières choses que tu dis dans tes accompagnements aujourd'hui. Direct. Dans nos formations, on donne des missions régulières. D'accord. On veut pas de gens qui soient des éternels étudiants, on veut des gens qui passent à l'action. Donc à la fin de chaque module, on leur dit bon bah les gars, maintenant vous allez vous bouger le cul quoi, et puis vous allez faire des visites. Enfin, vous allez faire autre chose. Mais un des premiers trucs qu'on va leur demander de faire des visites. Je vais te dire, dans notre programme d'accompagnement à l'incubateur dont on pourra parler, les gens, on leur fait faire un tableau de suivi de visite. Combien de visites? C'est comme quand t'es un vendeur, un commercial, ton chef, il te dit, t'as fait combien de rendez-vous cette semaine? Ah, t'en as fait 5. Combien de R2? T'en as fait 1, 0 vente, c'est normal. T'as pas assez d'essence dans la bagnole. C'est pareil pour les visites. Si quelqu'un me dit, ah, j'arrive pas à trouver d'opération, fais-moi voir ton tableau de suivi de visite. Et tu vois, sur l'année dernière, notre dernière cohorte là, de l'incubateur, les gens, on leur a vraiment fait faire beaucoup de visites.
Et ils ont tous joué le jeu, ils étaient super motivés, ils ont tous trouvé une opération. Tous. On y va étape par étape. Ouais. On est en train de dérouler un peu la pelote. Yes. On arrive à cette opération. Ouais. Alors là, on a vu qu'il y avait des profils différents. On a Ouais. vu qu'il y avait des profils analytiques, des profils artisans, pour reprendre le terme. Je sais plus exactement ce que tu as dit. Technique, des profils techniques. Technique, analytique, technique, et puis, on va dire... Sociable. social. Donc, tu as majoritairement des profils comme cela, et probablement d'autres un peu plus atypiques. Oui. Ils appliquent les conseils que tu viens de donner, ils sont accompagnés, main dans la main, ils avancent, etc. Et maintenant, on se retrouve dans la situation qu'on connaît tous les deux, qui est compliquée, c'est-à-dire le financement de ce bien. On a trouvé une opération, on a compris comment l'analyser, on sait que c'est une bonne opération, qu'on va réaliser la marge qu'il faut, mais là, on se retrouve face à un mur parce que on a 36 ans, on a 2 enfants, on a une activité salariée, on n'a pas les moyens de financer cette opération, et parce qu'on est locataire et qu'on peut pas lancer cette opération parce que la banque va nous dire, bah, vous avez jamais fait d'opération immobilière, vous n'êtes pas finançable. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Alors, bien sûr, je peux pas tu vois, nous, le volet financement dans la formation, il dure plusieurs heures, donc je vais essayer vraiment de t'en faire un condensé pour donner les clés, pour comprendre et prendre le problème par le bon bout. Ouais. Déjà, souvent, si les gens n'arrivent pas... Quand tu écoutes les gens qui disent « Ah, les banques ne financent pas les opérations de marchands », moi, je leur pose 2-3 questions. Au bout d'un moment, je comprends. En bout de deux questions, 3 maxi, je comprends qu'ils sont globalement mal pris. Pourquoi? Parce que souvent, les gens, déjà, ils vont voir les banques avant d'avoir un projet concret. C'est-à-dire que, en fait, ils ont le réflexe de l'investisseur locatif ou de l'acheteur de résidence principale. Ils vont voir la banque en disant « Ah, je voudrais devenir marchand de biens. Est-ce que vous voulez me prêter de l'argent ?» Et là, toutes les banques vont vous jeter dans les escaliers. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes marchand de biens, vous êtes professionnel. C'est ça. Et du coup, vous n'êtes pas au même service que lorsque vous faites du locatif ou de la résidence principale. C'est un deuxième problème qui, en réalité, est le premier problème, celui que tu mets en avant, c'est que les gens vont voir déjà les mauvaises banques. En plus. Donc, ils vont à leur agence de quartier où le banquier, il est certainement très sympa, mais aujourd'hui, il est plutôt à vendre des assurances et des téléphones portables qu'à faire de la banque, qu'à faire de la finance. Donc, en gros, lui, faire du prêt, c'est pas ce qui le fait vibrer. Et faire du prêt de marchand de biens, il ne sait pas faire. Donc, ce n'est pas la peine d'aller perdre ton temps avec lui. Effectivement, il faut aller consulter des banques qui sont plutôt des banques adaptées, les services promotion immobilière qui, eux, vont financer les marchands de biens immobiliers. Mais il faut aller les voir à partir du moment où tu as quelque chose. Et ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui conforment. C'est les gars, vous voulez que quelqu'un mette de l'argent sur votre projet, ayez un projet. Tu vois, c'est comme si... Je vais te prendre le problème à l'envers. Je vais dire, voilà, Amaury, donc toi, tu es investisseur, je sais pas, tu as 200 000 balles, par exemple, que tu cherches à investir. Moi, j'ai entendu dire que voilà, tu cherchais à investir, donc je viens de voir. Je dis à Amaury, écoute, voilà, moi j'ai une super entreprise, un super projet, et voilà, je veux que tu investisses dedans. Est-ce que ça t'intéresse? Il faut que tu m'en dises plus, mais... Bah, en fait, le projet, il n'existe pas encore, parce que j'attends que tu me dises si tu me finances ou pas pour le lancer. Bah, je t'aime bien, donc toi, je te les prêterai, mais ça te fait parce que c'est toi. Même à moi, tu les prêteras pas. Parce que quelqu'un qui te dit j'attends de voir si tu me prêtes pour lancer le business. Si tu me départ sur ton business de formation, j'y réfléchirai. Ça, tu vois, quelqu'un qui te dit ça, tu dis mais hors de ma vue, rigolo, tu vois. Tu dis mais fais quelque chose d'abord, mouille le maillot, investis-toi, prends un petit risque. Et si tu me montres que tu as fait le taf, moi j'amènerai l'argent. C'est comme ça que les investisseurs y raisonnent et c'est comme ça que les banques elles raisonnent aussi. Donc en fait, ce qu'il faut, si quelqu'un, si vous regardez ces vidéos avec cette interview, que vous avez fait de la RP, que vous avez fait de l'investissement locatif, ce qu'il faut, c'est que vous vous dépouillez de ce que vous savez par rapport au financement des opérations immobilières et que vous vous lanciez en fait dans le montage de l'opération avant de savoir si vous avez le financement. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu trouves une bonne OP, qu'elle est rentable, qu'elle est correcte, que tu sais faire un dossier de financement potable et que tu sais argumenter vis-à-vis de ton financeur, que ce soit une banque ou un investisseur privé, tu trouveras les ronds. Je le cite beaucoup, mais c'est Nicolas Sarkozy qui dit c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Tout à fait. Dernière petite question avant qu'on arrive sur les 2 dernières questions de ce podcast, sur la partie marchand de biens. Les informations aujourd'hui, elles sont disponibles gratuitement en ligne. Je peux regarder des vidéos de toi, je peux regarder des vidéos d'autres influenceurs sur ces sujets-là. Pourquoi il faudrait que je paye? Parce que je suis trop sympa. Mais ça, moi, je te connais. Non, en fait, c'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, effectivement, le savoir, il est disponible. La problématique, en ce qui nous concerne, notamment l'activité de marchand de biens, c'est qu'il y a un éventail de compétences qui est très, très, très varié.
Donc, déjà, tu vois, enfin, il faut s'y connaître sur le plan humain, les visites, la technique, l'urbanisme, le juridique, le droit privé, la finance, la fiscalité. Donc, les connaissances, elles peuvent être disponibles, mais déjà, elles sont très diffuses. Donc, il faut trouver la source d'information qui soit fiable. Tu sais qu'on va pas te dire de conneries, parce que là, sur Internet, Dieu bénisse, il y en a qui disent que la Terre est plate, tu vois. Donc, si c'est ça tes sources d'information, tu vois, je me dis, bon, ça peut mériter d'être un petit peu revérifié. Donc, vu l'argent en jeu, tu peux pas te permettre de prendre une source d'information qui est discutable. Donc déjà, il faut que ton information, elle soit correcte. Il faut qu'elle soit organisée de manière satisfaisante. Les gens aujourd'hui, tu vois, mais quand tu vas, c'est pareil, tu veux devenir boulanger, je veux dire, il y a des tutos pour... Bien sûr. Tout existe. Mais en fait, quand tu viens pour suivre une formation auprès d'un organisme comme le nôtre, c'est que déjà, tu cherches numéro 1 de la structuration. Tu veux qu'on te structure l'information, t'as pas envie de chercher pendant des plombes. Donc nous, on va te prendre et on va te donner le cheminement avec toute la recette, de A à Z. Derrière, tu vas avoir un accompagnement qui est là tant que tu en as besoin. C'est-à-dire qu'on a des accompagnateurs, des coachs qui sont marchands de biens, investisseurs, etc., qui vont t'accompagner sur dès que tu as la moindre question. Et on sait que c'est pas des brels, parce que ça fait des années qu'ils travaillent avec nous, donc on sait qu'ils vont pas te dire de conneries. Et tu as accès après aussi à une communauté dans laquelle tu peux rencontrer tes pairs, etc. Nous, on a des rencontres qui se font en présentiel, des rencontres régionales. Et donc, en fait, une personne qui entre dans la MDB Academy, elle fait plus qu'acheter une série de vidéos. Tu vois, elle entre vraiment dans un système dans lequel on va tout mettre en œuvre pour qu'elle réussisse. Et pour nous, la réussite de nos membres, c'est l'objectif numéro 1. C'est ce qui aujourd'hui nous apporte le plus de satisfaction. Et d'ailleurs, tu vois, on a une super réputation dans le milieu et j'en suis ravi parce que ça veut dire que tout le monde dans l'entreprise rame dans le même sens et a ce mindset vraiment de service client et de réussite des personnes qui vont venir. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que de toute façon, c'est des informations qu'on peut trouver. Si on va sur ton site, par exemple, il y a des avis qui sont laissés ou comment on peut... Parce que là, c'est bien sympa. Il y a des gens qui vont écouter, qui connaissent pas forcément ou qui te découvrent pour la première fois. Oui. Comment on fait pour vérifier ce que tu nous dis? Quand j'ai créé l'entreprise, je me suis dit, tiens, à ma connaissance, à l'époque, il y avait personne qui l'avait fait. Ça s'est un peu plus mis en place depuis. Mais je m'étais ouvert une feuille Google My Business. D'accord. Comme un kebab. D'accord. Et en disant, en fait, moi, je veux que les gens, je veux pas, parce qu'il y avait, à l'époque, je m'étais renseigné, il y avait des gens qui achetaient des avis, des trucs comme ça. T'achetais un pack d'avis sur, tu vois, Trustpilot, je sais pas quoi. Encore aujourd'hui. Ouais. Et moi, je voulais pas de ça. Ok. Donc, je me suis dit, on va ouvrir une feuille Google My Business. Ouais. Et c'est ouvert. Et nous, on n'a pas le contrôle dessus. Ok. Pour que les gens ils puissent laisser une note. Donc, à la fin de la fin. Aujourd'hui, si on veut tomber sur cette feuille, on tape Yoni. Tu tapes MDB Academy. MDB Academy. C'est le nom de l'entreprise, de l'organisme de formation. On a la petite page qui s'ouvre à droite. Feuille, là. Elle va s'ouvrir direct à droite. Et on a les avis Google. Et à l'heure actuelle, il y a plus de 300 avis 5 étoiles. Plus de 300 avis 5 étoiles? Oui. T'es à 5 étoiles? Oui. T'es pas à 4,8 ou... À 5. Ok. Faudrait que tu demandes à des gens qui te mettent des 4 parce que moi, quand je vois 5, j'y crois pas. Ne me mettez pas de 4, c'est pas nécessaire. Moi, je leur dis, mettez-moi un 5 ou un 1. Parce que si vous avez vraiment aimé, non, en fait, peut-être bien qu'il y a eu 1 ou 2 notes à 4. Ouais, mais avec possible. Le nombre d'avis, peut-être qu'il arrondit. Mais avec le nombre, en fait, c'est arrondi à 5. Je crois que maintenant que tu le dis, je l'ai vu. Non, mais c'est vrai que t'as un taux de satisfaction qui est assez important. Et en fait, quand le truc, c'est que dès que quelqu'un n'a pas, tu vois, on se dit, quelqu'un se plaint, il y a un truc qui va pas, on essaie tout de suite de comprendre, c'est-à-dire, on l'appelle, on voit, etc. Et on essaie de comprendre, et il y a une personne que j'ai remboursée sur une formation, mais c'était en 2018. C'était une de mes premières clientes sur une toute petite formation. Et elle a commencé à se plaindre, etc. Je dis, écoutez, visiblement, il y a eu une mésentente, enfin, il y a eu une méprise sur le... Tu vois, ça fitait pas. Je lui dis, je vous rembourse, et puis merci, au revoir. Ok. Ça s'est arrêté là. Ok. C'est une histoire d'état d'esprit, je pense. Mais aujourd'hui, c'est un billet... Je crois que ta formation, c'est 4 500 €, c'est ça? Ça dépend. On a la première qui commence... alors, je te dis, je n'étais pas forcément bon sur la précision des chiffres. 2005 ou 2009, je ne sais plus. D'accord. Une formation pro qui est vraiment ultra complète pour les gens, plutôt pour les gens qui se lancent, pour le coup. Après, une formation expert. Ouais, et puis après, et la présentielle, c'est autour des 4000, effectivement. Ok, là, et t'as aussi un truc coaching, c'est ça, annuel, où tu payes 10 000 € l'année, quelque chose comme ça? C'est un programme de formation intensive qui dure 9 mois. Mais ça, c'est pas pour les débutants? Ça peut être pour des gens qui débutent. Ça peut être pour des gens qui... Ça s'appelle l'incubateur MDB. Et c'est un programme là vraiment super intensif qui coûte 11 700 €. Ok. Et là, vraiment, on te défonce ta race en termes d'accompagnement.
Ok. C'est-à-dire que tu vas avoir de la formation super intensive, tu vas avoir des gens qui vont t'accompagner au quotidien, tu auras le 06 des accompagnateurs, tu vois un bien, tu as une question, bim, tu les appelles. Il y a toute une équipe d'experts, experts comptables, avocats, notaires, marchands de biens, etc. qui sont là en backup si tu as la moindre question. On a 2 rencontres en présentiel à Lyon par an. C'est vraiment un programme ultra, ultra complet et intensif qui fait que, en fait, les gens qui participent et qui viennent avec, tu vois, la volonté de réussir, trouvent des opérations. Ok. Bon. Bah... C'est pour ça qu'aussi, nous, on est droit dans nos bottes par rapport au montant de l'investissement qu'on leur demande. C'est qu'on se dit, et j'ai pris des appels, tu sais, récemment de gens qui s'y intéressent. Ouais. Ils me disent, ah, tu comprends, c'est un investissement, c'est un coût. Ouais. Je dis, tu sais quoi? Je dis, c'est même un gaspillage d'oseille pas possible si t'as pas l'intention vraiment de te lancer. Si tu veux pas, si t'as pas le temps ou pas l'énergie, etc., je respecte tout à fait, il y a pas de problème. Mais surtout, ne viens pas, parce que tu vas perdre ton pognon. Et moi, je voudrais pas que ça t'arrive. Est-ce que le Yoni de 2013, qui était économe, qui faisait attention, j'ai une vraie réponse. Est-ce que le Yoni de 2013... Parce que genre, les réponses que je t'ai données jusqu'à maintenant, c'était que de la flûte. Non, c'est pas ça. Mais là, la réponse que je vais te donner, évidemment que tu vas me répondre oui en principe, mais j'aurais presque envie que tu me répondes non. Mais Vas-y. est-ce que le Yoni de 2013, il aurait eu, entre guillemets, les couilles, ou est-ce qu'il aurait pris un accompagnement quand il débute, et si oui, il aurait pris lequel chez toi? Alors, je vais non seulement te répondre, mais je vais te donner un exemple. Vas-y. C'est que quand mon entreprise a commencé à fonctionner, l'organisme de formation, je me suis pris un accompagnement à 25 000 euros. Ok. Je me suis pris un accompagnement à 25 000 euros et c'était vraiment... c'était énorme pour moi à l'époque. Ouais. Mais parce que j'ai fait... c'était le Mastermind 67 de Romain Collignon que je salue au passage, dans lequel j'ai rencontré Gérald. Okay. Et ça a été... Enfin, vraiment, ce que je dis aux gens, et j'en suis l'exemple, c'est que je pense un contenu de formation ou d'accompagnement ou de coaching, si tu viens et que tu amènes l'énergie et le temps nécessaire, tu fais normalement x10 dessus. En général, c'est le ratio. Et vraiment, donc je te le dis, mais sans aucun problème, en 2013, si cet accompagnement-là avait existé, je l'aurais pris. Et t'aurais pris lequel? J'aurais pris le plus cher, j'aurais pris le meilleur. Ok. Et parce que, en fait, c'est aussi ça que j'essaie souvent de faire comprendre aux gens, c'est que j'ai créé les produits que j'aurais aimé avoir quand moi je me suis lancé. C'est-à-dire, moi je me suis cassé les dents sur les mairies, sur les acheteurs, sur les vendeurs, sur les notaires, sur les banques. Et putain, je suis couché sur les barbelés, tu vois. Et donc, aujourd'hui, je me dis, quelqu'un qui se lance, je veux pas qu'il rencontre tous ces problèmes-là. Donc, je vais lui créer je vais l'informer, je vais l'accompagner pour lui éviter tous ces problèmes. Donc, en fait, j'ai designé le produit que j'aurais aimé avoir à l'époque. Donc, oui, je l'aurais acheté. C'est évident. Et aujourd'hui, l'un des meilleurs investissements que tu as fait, c'est de payer du conseil? Mais oui. Mais attends, moi, je dépense des sommes énormes en accompagnement, tu vois, en mastermind, en participation à des groupes, en coaching à des prix pas possibles, parce que, alors, c'est pas juste pour payer, hein, mais je me dis, mais en fait, t'as besoin de ça, quoi. Si tu veux progresser, t'as besoin de fréquenter des gens qui sont meilleurs que toi, t'as besoin de gens qui vont te pousser au cul. Tu vois, il y a pas longtemps, ma copine, elle me disait, mais elle me dit, j'hallucine, tu passes ta vie à te faire coacher sur des trucs, sur des machins, genre, t'as 3 fois par semaine, t'as des trucs. Je dis, mais les sportifs de haut niveau, ils ont des coachs qui leur crient dessus toute la journée. Enfin, ils leur crient pas forcément dessus, mais ils les suivent tout le temps. Tu vas jamais dire à un sportif de haut niveau, tu te fais trop coacher. On a un exemple très concret, pas plus tard que cet été, avec Léon Marchand qui allait se faire entraîner aux États-Unis et qui en ressort quadruple champion olympique dans l'image des sportifs, qui allait se faire entraîner par Michael Phelps, enfin l'entraîneur de Michael Phelps aux États-Unis et qui arrive avec des records et pour le coup, il a dû, j'imagine, mettre un billet au départ. Je sais pas comment. Bon, je sais que les universités américaines, tu peux te faire financer quand tu fais du sport, mais j'imagine que ça a été un investissement, en tout cas, à minima familial au départ. Et aujourd'hui, quel retour sur investissement il a d'avoir fait ce choix-là. Ouais, je veux vraiment pas me comparer à des champions pareils, parce que je veux garder quand même, tu vois, vraiment toute humilité. Non, mais ça permet d'avoir une image globale pour celles et ceux qui ne connaissent pas et d'avoir une idée sur le... C'est Tania qui m'avait dit ça, j'avais trouvé ça intéressant, elle m'avait dit, mais moi je mets des sommes aussi folles dans le conseil, mais c'est là où j'ai eu le retour sur investissement le plus important. Ah mais oui. Aujourd'hui, si tu cherches le meilleur investissement, c'est investir sur toi-même. En fait, c'est aussi simple que ça. Si tu veux changer ta vie, tu dois changer tes croyances, tu dois changer ta façon de voir le monde, et ça, tu peux rarement y arriver seul. T'as une phrase qui permettrait de faire le déclic à des gens qui nous écoutent, parce que ça, on l'entend tout le temps, et c'est très vrai, mais il y a des gens, ils écoutent ça, ils entendent ça 5 fois par jour, ils voient 15 réels et ils changent pas d'avis. Il y a pas un truc là, un déclic que tu peux j'ai une super phrase. Eh ben, vas-y.
Une super phrase qui est pas de moi, qui est de Jim Rohn. Tu sais qui c'est Jim Rohn? Non. Jim Rohn, c'est notamment un des mentors de Tony Robbins. C'était Ok. un coach business des années 80, 90, je crois qu'il est mort, je sais pas, fin années 90, début 2000. Il est incroyable. Va voir tu trouves tous ses séminaires sur YouTube, il est incroyable. Ok. Et en gros, il dit, dans tous les cas, quel que soit le choix que tu vas faire, tu vas devoir payer un prix. Ou tu vas payer le prix de la discipline aujourd'hui, tu vas payer le prix de la discipline et de l'effort aujourd'hui, ou tu vas payer le prix du regret dans 15 ans. Mais dans tous les cas, le prix, tu vas le payer. La seule question à laquelle tu dois répondre, c'est quel prix tu vas être prêt à payer. Très clair. Ça te Très va clair. comme... Ouais, c'est très clair. Très clair. Mais Et j'espère en que fait, ça quand a tu même prends conscience de ça, ça a une influence sur tout ce que tu vas faire en termes de sport, en termes perso, en termes de business, en termes d'investissement. Tu dis, en fait, le choix que je vais faire, j'ai le choix. Aujourd'hui, je peux choisir de bouffer une pizza et de boire des binous, tu vois, devant Netflix. Je suis content. Mais par contre, je sais que dans 6 mois, je vais me dire, ah putain, je suis un gros sac, il faut que je me bouge. Tu vois. Ouais. Ça prend tout son sens. J'ai 2 questions pour terminer. Yes. C'est quoi ta passion inavouable? Là, on voit Yoni, sa belle image qui nous a raconté sa vie, etc. Mais il y a quoi que tu fais qui... Tu te dis, bon, j'en ai jamais parlé et je sais pas si c'est gênant, mais une passion inavouable. Ouais. Une passion inavouable. Alors, déjà, j'adore le métal. La musique. C'est celle à laquelle je pensais. Je suis énorme fan de métal. Bon, c'est pas genre super choquant, mais j'adore le métal. Je fais des concerts, des festivals, je fais des gros pogos et j'aime bien, pour ceux qui connaissent le concept, faire des Wall of Death et me faire défoncer. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est très cool. C'est un exutoire important parce que, comme tu peux le voir, je suis pas quelqu'un de très calme, donc j'ai besoin de choses qui déchargent. Mais un truc qui me fascine et me passionne, c'est les champignons. Ok. Genre, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Fantastic Fungi en anglais, ça veut dire les champignons fantastiques. Ouais. C'est un des documentaires les plus esthétiques qui existent sur Netflix, je pense. L'univers des champignons, c'est un univers qui est juste incroyable. Il est vraiment magique quand tu le rencontres. T'hallucines que des créatures vivantes pareilles existent, et en fait tu te rends compte qu'elles permettent toute la vie. Sans elles, la vie sur Terre, en fait, telle qu'elle existe, n'existe pas. Okay. Et ça en toute discrétion, parce qu'en fait ça ne se passe que sous terre. Le champignon qui sort, c'est son organe de reproduction, en fait. D'accord. Ouais. Il sort qu'une fois dans l'année, quoi. Et par translation, les champignons hallucinogènes. Ok. Ça fait aussi partie de mes passions, parce que j'ai découvert ça il y a quelques années. Et j'ai eu l'occasion d'essayer à plusieurs reprises. Et non seulement je ne comprends pas comment c'est illégal, mais je pense que ça devrait être remboursé par la Sécu. Okay. Parce que moi, j'ai souffert de problèmes, tu vois, type dépression, ce genre de choses, voire chroniques, et dont j'arrivais pas à me sortir. Et je peux garantir, alors j'ai pas le droit de faire l'apologie des substances qui sont illicites, malheureusement, mais tu vas le faire quand même. C'est malheureusement illicite, mais du coup traverser la frontière, aller au Portugal, enfin il y a pas de frontière avec le Portugal, mais aller au Portugal ou aller en Hollande, c'est légal. Et aller en Hollande, et il faut en faire, alors après pas en faire de manière récréative comme un débile, il faut voilà, déjà il faut avoir plus de 25 ans, être sûr qu'on n'a pas de terrain schizophrène, etc. Mais il y a un avant et un après dans ma vie, ces substances. Ça te montre le monde, l'univers tel que tu ne l'as jamais vu. Ça te raccorde à une espèce d'unité du cosmos qui est complètement délirante. Et vraiment, aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que ça peut être une solution à énormément de problèmes psychologiques et autres. Et donc ça, c'est vraiment une chose dont j'aimerais faire la promotion. Que les systèmes avanceront dans le temps. Auparavant, tu pouvais utiliser aucune substance. Le CBD devient légal. Peut-être que la bulle deviendra dans quelques années et peut-être que ça suivra. C'est marrant que tu dis ça parce que moi... La France est très en retard là-dessus. Hein. Moi, je veux pas prendre de drogue, mais j'ai déjà pris des champignons hallucinogènes parce que je considère que ça vient de la terre et donc ça me pose pas de souci de consommer ce type de produit. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet qu'on n'a pas traité, qu'on n'a pas abordé, qui te semble important pour bien comprendre qui tu es, peut-être aider une personne à se lancer? On a parlé pas mal de marchands de biens, c'était aussi l'idée. Je sais pas, un sujet qu'on n'a pas traité, t'aimerais bien traiter pour conclure? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui doutent, qui savent pas. Je pense que les gens sortent d'un système éducatif. Tu vois, il est ce qu'il est, il vaut ce qu'il vaut, les enseignants font ce qu'ils peuvent, mais en gros, les gens sortent à 18 ans du système éducatif, ils sont complètement broyés.
ils ont plus de personnalité, ils ne croient plus en eux. Ceux qui sont bons en maths pensent qu'ils sont nuls en français, ceux qui sont bons en français pensent qu'ils sont nuls en maths. Et globalement, les gens sortent de ce système qui est là pour produire des ouvriers et des soldats. En gros, c'est une machine à soldats et à ouvriers. Et ils sont perdus. Et ce qui est important, c'est de prendre le temps pour vous questionner sur qu'est-ce qui vous fait du bien à vous et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Parce que tu vois, on peut entendre des modes, ouais, l'immobilier, le marchand, la crypto, je sais pas quoi. Tout ça, c'est du bruit. En fait, il faut à un moment donné se poser en silence, que la personne s'assoie en silence, qu'elle se raccorde à elle-même, qu'elle se dise, attends, dans quoi je suis bon? Dans quoi je suis bon? Oublie ce que les profs m'ont dit, on les emmerde. Dans quoi je suis bon? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Trouver ça et mettre le paquet dessus. Parce que si les gens trouvent ça et qu'ils apportent vraiment et qu'ils y mettent leur temps, leur énergie et qu'ils consacrent leur temps à ça, même si c'est quelque chose de simple, putain, ils réussiront nécessairement. Et quand je dis ils réussiront, pas forcément devenir millionnaire, mais c'est ils réussiront dans le sens où bah, ils pourront se regarder dans la glace le matin et ils seront fiers d'avoir la vie qu'ils ont. Ils seront heureux finalement. Oui. Alors, si tu veux, il y a un truc qui me terrorise, c'est j'imagine ma fin de vie à 85 ans en train de me chier dessus et de me dire putain, j'ai pas fait tout ce que j'aurais dû. J'ai pas donné mon max, tu vois, j'ai pas mené la vie que j'aurais pu mener, j'ai pas fait le maximum d'efforts. Donc que chacun doit vivre sa vie de manière à ne pas avoir de regrets quand il arrive sur ses vieux jours, s'il a la chance d'y arriver naturellement. Est-ce que finalement ton discours c'est pas aussi de dire sans culpabiliser mais donner une responsabilité individuelle à chacun et d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il veut, ce dont il a besoin parce que c'est compliqué de le faire pour quelqu'un d'autre. On nous a habitués depuis le début de la vie à nous dire à nous expliquer ce qu'il fallait faire et à un moment donné d'avoir une introspection et se dire qu'est-ce que je veux faire. On revient sur l'unfair advantage qu'on a évoqué tout à l'heure. Finalement, c'est ma compétence, c'est celle-là. C'est là où je pense être bon. C'est là où je suis épanoui. C'est là où je peux être le meilleur. Et finalement, marchand de biens, c'est une solution parmi d'autres. On l'a évoqué aujourd'hui parce que on a une passion commune qui est l'investissement immobilier. Mais finalement, il y a plein d'autres. C'est un peu le message que tu veux donner. J'ai le sentiment. Il y a plein d'autres solutions qui peuvent être la bonne. Et finalement, donnez-vous les moyens de tendre vers ça parce que le chemin est long, mais il en vaut le détour. Tout à fait. Je te laisse conclure là-dessus ou tu veux que je rajoute quelque chose? Tu peux rajouter quelque chose et on terminera comme ça. La prise de responsabilité, elle est clé dans tous les cas. C'est-à-dire qu'une personne qui veut aujourd'hui progresser, il faut qu'elle arrête d'accuser, bon j'ai parlé de l'éducation nationale, mais il faut qu'elle arrête d'accuser l'école, le gouvernement, nanana, parce qu'en France on est champion là-dedans. C'est le président, c'est le truc, c'est le climat, c'est je sais pas quoi. C'est toi, il y a que toi. Il y a que toi qui compte. Et à partir du moment où tu prends cette prise de responsabilité, tu dis ok, si j'en suis là aujourd'hui, c'est de mon fait, et là où je serai demain, c'est ma responsabilité aussi. À partir du moment où tu fais cette transition, tout va changer dans ta vie. Mais tant que tu n'acceptes pas de prendre de responsabilité, tu peux aller de nulle part. Donc prends la responsabilité sur ce qui t'arrive, et tu auras forcément une vie meilleure. Merci Yoné. Merci à toi. À bientôt.